Peter Sagan, enfin, oui, c'est la formule la plus facile qu'on pouvait trouver après sa victoire hier. Première victoire de 2022 pour celui qu'on a tantôt surnommé Hulk, tantôt surnommé The King, également Rambo. Vous choisirez ce que vous voulez, messieurs. En tout cas, il est peut-être de retour. Est-ce qu'il est de retour définitivement? Peut-être c'est la question qu'on va se poser tout de suite en ouvrant Ça va frotter. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver. Le Tour de Suisse continue jusqu'à dimanche sur la chaîne L'équipe. La 4e étape aujourd'hui, peut-être la dernière étape pour les sprinteurs. Bonjour, messieurs. Je me retourne vers vous, Pierre. En premier, Pierre Carré, on est ravis de vous retrouver à nouveau. Regardez, on vous a mis quand même le petit logo, vous allez voir, on vous a tweeté, on vous a mis notre compte Twitter, puisque c'est votre nouveauté aujourd'hui. Vous avez décidé de réapparaître en public. Bien sûr, oui, je crois que c'est le Tour de Suisse qui exige cette réapparition. J'espère passer la bosse dans le final. C'est pas la plus dure aujourd'hui, il en reste un derrière. Hein. Ouais. Ça va, vous êtes affûté ou Absolument, et ravi de vous retrouver. J'ai un peu peur quand même, Patrick. Vous ne vous sentez pas un peu fébrile? Pierre, bonjour Patrick. Je sais pas. Je me méfie de vos mauvais coups. Vous publiez toutes vos datas aussi sur les réseaux sociaux? Non, je les garde cachés pour... Ah oui, sinon ça va pas, attention. Cyril ne sera pas d'accord. Hein. Cyril, merci de me rendre hommage à la couleur de cheveux avec votre pull aujourd'hui, c'est très gentil. Ouais, il faut qu'on soit en harmonie. Ouais, c'est pas toujours le cas, du coup parfois il faut marquer le coup. Et Christophe Riblon, ça va? Bonjour, Christophe? Pierre, ça va, tout va bien. Par contre, moi j'ai pas le droit à mon petit... On ne fait pas de pub pour moi en fait. On n'a pas le droit à mon Mais petit vous n'avez plus besoin. C'est vrai, C'est bon. j'ai rien à cacher. Vous avez... Cyril, allez, non mais parce que je sais pas, il parlait de cacher des... C'est pas grave. Mais Cyril a les chaussettes aussi à sortir. Ah c'est vrai, on a remarqué ça. Alors, ne vous inquiétez pas, chers téléspectateurs, on vous montrera absolument pas les chaussettes de Cyril Guimard. Aujourd'hui, en tout cas, elles sont en effet bien visibles. L'homme du jour, on l'a fait, et bien c'est justement l'homme sur lequel on va s'attarder aujourd'hui, Peter Sagan, qui n'avait plus gagné depuis 9 mois. Hier, Peter Sagan de retour. On va regarder ensemble à nouveau le off de ce sprint, de cette victoire. On notera également la bonne place de Brian Cocard, mais d'abord, on va revoir ça ensemble, l'homme du jour. Christophe. Très bien. Je croyais que c'était commenté. Bah oui, Peter Sagan qui hier s'est imposé magnifiquement en profitant du travail de l'équipe Wanty de Pasqualone qui a tenté de lancer Alexander Kristoff. Et Peter Sagan qui l'a fait comme il savait le faire par le passé, en devançant un tout petit peu le sprint en partant de loin. Et personne n'a pu le remonter. Allez, peut-être que Brian Cocard qui vient chercher la 2e place, s'il avait été un petit peu mieux placé, aurait pu hier battre Peter Sagan. Mais sinon, Peter Sagan était clairement au-dessus. Puis surtout, on a retrouvé du vrai Sagan. Un Sagan hyper agressif dans le dernier kilomètre qui s'est placé idéalement. Voilà, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là et de le revoir faire un sprint comme il savait le faire par le passé. Une victoire avec maîtrise, en tout cas, y compris du côté de l'équipe Total Énergie. Nos envoyés spéciaux, que vous connaissez bien, Tanguy Carrois et Charles-Antoine Nora, sont allés à la rencontre de Lilian Le Breton, le directeur sportif de cette formation, pour demander si ça retirait un poids, finalement, cette victoire de Peter Sagan qu'on attendait tellement. Un point en moins, je dirais pas ça, parce qu'on était quand même assez confiant sur les capacités de Peter à pouvoir revenir à très bon niveau. Maintenant, c'est vrai que voilà, c'est important pour lui, pour la confiance d'avoir des résultats et une victoire avant l'échéance du Tour de France et arriver sur cet objectif en étant à 100% et prêt à aller au combat, quoi. On va retrouver justement Tanguy Carrois avec la petite sonnette de vélo. Bonjour Tanguy, vous n'êtes pas à vélo, mais vous avez rencontré justement Lilian Le Breton ce matin et Peter Sagan. Parlez-nous peut-être un petit peu de vos ressentis. Ouais, surtout ce qui est intéressant, c'est que Peter Sagan, jusqu'à hier, il ne parlait pas à la presse, il était caché, il disait oui, ciao, ciao, en passant devant nous sans nous dire bonjour. Et puis ce matin, une fois qu'il a gagné, il vient, il répond aux interviews, on le sent un peu plus ouvert. Il a aussi, dans les interviews et dans les discussions qu'on peut avoir, conscience qu'il n'est pas encore à son top niveau. Mais on voit bien, Peter Sagan, c'est vraiment la star du peloton, même ici sur un Tour de Suisse qui est montagneux. On voit qu'au départ de l'étape, il y a Dieu que pour lui, c'est lui qui est le plus applaudi, c'est lui qu'on va chasser pour les autographes et on sent que c'est une position qu'il aime et qu'il est plus à l'aise dans cette position-là que dans celle d'hier matin d'un coureur qui n'est pas encore en totale confiance. On va regarder, merci Tanguy, on va regarder ce que signifie en fait Peter Sagan en termes de palmarès également. Ça c'est plus un peu pour raviver la mémoire collective puisqu'on le connaît bien. Alors ça, ce sont les principales victoires. On n'oublie pas également qu'il a gagné 7 fois le maillot vert du Tour de France, qu'il a été maillot cyclamen du Giro également, 3 fois champion du monde, 1 fois champion d'Europe. Cyril, la question elle est simple, faites court. Peter Sagan aujourd'hui dans le cyclisme moderne, c'est quoi ?
C'est un coureur un peu marginal, marginal dans son approche. Rappelez-vous, lorsqu'il est arrivé sur son premier Tour de France, il a explosé par sa classe d'une part, mais aussi par un côté un petit peu, beaucoup même très fun et qui déranger un petit peu, déranger entre guillemets dans le cyclisme. On est, nous, quand même très traditionnel et quelqu'un qui arrive et qui fait toutes les plaisanteries qu'il pouvait faire, même passer la ligne d'arrivée sur une roue, c'est un des premiers qui l'a fait. J'espère que vous n'êtes pas en train de spoiler ce qui nous attend tout de suite. Le portrait de Peter Sagan par Pierre Carré, c'est une nouvelle rubrique qu'il vous offre, Pierre Carré. Jingle. Je tiens à préciser que cette chanson, qui pour moi ne vous correspond pas du tout, a été choisie par Théo Barbet-Duquil. Vous assumerez avec lui, le commentateur hier du Mont Ventoux Dénivelé Challenge. D'ailleurs, on l'a vite coupé. Ouais, Je sais pas si vous avez On l'a pas remarqué. assumé en fait. Hein. On s'est arrêté tout de suite. Vous connaissez les paroles? Merci à lui. Pierre, c'est à vous. Oui, Peter Sagan, hier, on pouvait mesurer beaucoup de réactions de joie. Et c'est vrai que c'est un coureur qui tient une place à part dans l'esprit du public. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'il est sur le devant de la scène. Et je me suis demandé pourquoi, finalement. Pourquoi c'est un coureur qui déchaînait autant les passions. Et à mon avis, c'est parce que c'est l'expression d'un vélo champagne. Paf, le bouchon, la fraîcheur, le sucre, les bulles. C'est un coureur qui arrive à mettre un peu de pétillant dans le vélo. Alors, il n'a pas toujours été comme ça. Je me souviens en 2010, au terme de sa première saison au World Tour, il était sur un parking de voiture en Italie, devant son hôtel, dans une voiture qui ne démarrait pas, belle voiture de sport. Et en fait, il avait l'air à la fois de s'amuser, il avait le regard un peu vide. Il était très jeune, avec des coureurs comme Vincenzo Nibali, Ivan Basso, et il avait l'air un petit peu égaré. Et puis, il a été pris en main par des gens qui lui ont dit « Mais écoute, tu peux devenir une star ». Et ces gens-là ont travaillé avec lui et en ont fait finalement le tout premier coureur Facebook, Instagram de l'histoire. Autrefois, on avait des coureurs presse écrite, au tout début, il y a un siècle. Après, des coureurs radio, des coureurs photo. Et puis, la télé est arrivée. Donc, il y a des coureurs qui étaient formatés ou qui se sont en tout cas adaptés aux standards de la télé. Sagan, c'est Instagram, Facebook, pour moi. Et je me suis demandé d'où ça venait. Eh bien, peut-être de son milieu, qui est un milieu difficile. Un jour, à la frontière de la Slovaquie et de la Pologne, j'ai rencontré un monsieur très grand avec un t-shirt maculé de graisse et de gasoil. Je me suis dit, mais qui est ce monsieur? Et il me dit, I am Peter Sagan, father. Il y avait le père, le père, voilà, et l'oncle. Je refais l'accent du père de Sagan. C'était des gens qui tenaient une petite supérette dans leur village. Ils ont ensuite été balayés par une grande surface concurrente. Ils ont ramé. Et je crois qu'on peut aujourd'hui avoir été plusieurs fois champion du monde. On peut habiter à Monaco. On peut être un coureur millionnaire. Et néanmoins, je pense qu'on se souvient un petit peu d'où on vient. Et en ce sens, je crois que Peter Sagan, c'est un coureur qui a toujours eu faim, toujours eu envie de montrer quelque chose sur le vélo, en dehors du vélo, en course, à l'entraînement. Il a compris que le côté saltimbanque, acrobate, était depuis la nuit des temps du vélo, finalement, ce qui faisait vibrer le cœur du public. Ça explique certainement sa rage à aller chercher aussi une victoire d'étape sur le Tour de Suisse hier. Ça, c'est l'angle un petit peu de Pierre Carré. On va s'attarder sur 3 choses à savoir également sur Peter Sagan. 3 choses que vous allez peut-être redécouvrir, messieurs. Alors, la première est assez simple. On parle de Peter Sagan, son palmarès, le monstre, le King. On parle moins du Pouli d'or vert qui a été ou qui est parfois encore Peter Sagan avec ses 2e places. Justement, on va s'attarder ensemble sur le nombre de 2e places incroyable de Peter Sagan. 116, il est à 120 victoires, très exactement aujourd'hui. Et puis une année peut-être marquante, 2015 également. Il a terminé 2e à 18 reprises pour 10 victoires. Et ce Tour de France où il a terminé 2e, uniquement 2e. Pas de victoire, 5 fois 2e même, sans aller gagner le maillot vert. Patrick, c'était marquant ça chez Peter Sagan à une période justement? Oui, c'était marquant effectivement parce que justement c'était une époque où on reprochait de voir un coureur vouloir sortir un peu des schémas formatés. Aujourd'hui, on idolâtre Wout van Aert, bien sûr Julien Alaphilippe, bien sûr Mathieu Van Der Poel. Lui était un petit peu précurseur dans cette façon, alors peut-être pas de façon aussi, je dirais, puissante, massive comme peut le faire Mathieu Van Der Poel, mais de façon un petit peu comme ça, avec un peu de poésie. Il était là où on ne l'attendait pas, il lançait une petite bordure histoire de tester un peu tout le monde. Bref, c'était ça. Mais ça marchait pas. Ça marchait pas et on disait, il a qu'à faire comme tout le monde, quoi. Il a qu'à mettre son équipe à rouler à 5 bornes de l'arrivée et puis il prépare le sprint. Non, lui, il essayait de trouver des chemins détournés et ça ne marchait pas et on lui reprochait.
Et puis finalement, il a fini quand même par gagner, non pas parce qu'il a changé sa manière ou son état d'être, mais tout simplement parce qu'il avait choisi, il avait fait le travail pour pouvoir devenir tout simplement plus fort, à tel point qu'il va aligner les victoires dans des courses qu'on n'avait pas l'habitude d'aligner, à commencer par le championnat du monde qu'il a gagné 3 fois. Oui, c'est bien. Vous avez augmenté votre débit parce que vous avez dit, oh là, je fais beaucoup trop long, il faut absolument que... Mais alors, rallongez pas. C'était parfait, c'est pour souligner votre effort, Patrick, je vous remercie. La deuxième chose à savoir va être très courte, mais c'est simplement pour se rappeler que l'année dernière, le transfert chez Total Energy a marqué les esprits. On parlait même d'une piste Quick Step. Ça, c'était en avril avec un papier de l'équipe, piste qui a été abandonnée ensuite en juin. Mais en tout cas, c'est pour ça aussi que ce tapage a été si fort quand on a appris le passage de Peter Sagan au sein de la formation française. Oh, vous n'êtes pas d'accord, Pierre? Si. C'était une vieille rumeur, hein, Quick Step. Oui. Ça avait failli se faire une première fois en 2011. Même j'y assistais. Sous mes yeux, il y avait un émissaire de Quick Step qui est venu au pied du podium où Peter Sagan était en train d'endosser le maillot jaune au Tour de Pologne, en train de lui dire « Patrick veut te parler », donc Patrick le feu vert. Et en fait, c'est un coureur qui avait besoin d'une équipe dédiée. Est-ce qu'il se serait vraiment fondu dans le collectif Quick Step? Est-ce qu'ils se font vraiment dans le collectif Total Energy? Il est venu, rappelons-le, avec une partie de ses hommes, même de son encadrement, et puis son sponsor. C'est le sponsor qui paye. Finalement, c'est Specialized qui fait l'équipe derrière. Specialized décide d'envoyer Sagan dans le collectif qui lui réussit le mieux. On va regarder une troisième chose à savoir, et là ça se passe vraiment tout en images, messieurs, images, petite musique, réaction, si vous le souhaitez. Peter Sagan, c'est surtout ça. J'ai les cheveux dans le vent, le soleil me trace la route qui m'emmène à travers champs. Je ne sais pas si vous le reconnaissez à chaque fois, hein, Peter Sagan, mais c'est bien lui, sur toutes les photos, chacune. Look un peu différent, le folklore sur le podium, Stoff, Hulk, Ouais. le violon, Maestro. Pendant un les moment, cheveux longs. C'est ça. Bah, il fait tout, hein, il sait tout faire. Hein. Rockstar aussi, enfin, il a eu plein de superlatifs. Comme ça. Mais ça recoupe bien ce que disait Pierre tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, cette génération réseaux sociaux fait qu'il a tiré profit de l'image, peut-être plus de l'image figée, comme on l'a eu là, peut-être plus encore que de l'image animée. Il a montré le potentiel que ça pouvait avoir grâce à cette innovation des réseaux sociaux apparue au cours de la décennie écoulée. Peter Sagan s'est imposé hier. Celui qui a terminé deuxième, c'est Brian Cocard, toujours à la recherche de sa première victoire en World Tour. Brian Cocard que Tanguy Carwas a rencontré, c'était la semaine dernière. Autour de Nantes, on va regarder justement où se situait ce reportage. Il nous a emmenés sur les routes qu'il connaît bien, sur les routes qu'il avait envie de montrer également à Tanguy, à vous. Surtout, vous allez retrouver Savenay, Vigneux de Bretagne, Boué, en Loire-Atlantique. Donc c'est un sujet concocté par Tanguy Carwas. C'est parti pour une petite sortie d'entraînement, tranquillou, sur mes routes de jeunesse. Mon quotidien, et on va passer à quelques endroits où j'ai grandi, où je passe très souvent tout au long de l'année. Et voilà, c'est parti. Allez.
fais une petite pause souvent sur le parking à droite. Là. Toutes ces routes d'entraînement avec des petites côtes, mais pas très pentues, on va dire. Pas très longues, explique mon côté explosif et voilà aussi le fait que je passe les petites, plutôt bien les petites côtes, on va dire. Et chez un ami, je vais dire un ancien collègue d'entraînement, il roulait aussi des fois comme Vincent avec moi. Après il a mis sa carrière de côté en ce moment, mais non ouais, c'est un bon copain et du coup on passe souvent boire un café ici ou chez lui. On est beaucoup partis dans l'année, on va dire à peu près 200 jours. Donc quand on a des petits moments comme ça, une journée pas fatigante, un peu récup, on a bu un petit café, on a roulé avec les copains et ça fait aussi plaisir de passer du temps avec sa fille, d'aller la chercher à la crèche, elle est contente et ça c'est ma casquette de papa maintenant. Merci beaucoup à Tanguy Kerouas pour ce magnifique sujet. En tout cas, on a vraiment été au cœur de l'entraînement avec Brian Coquard. Christophe, un petit mot rapidement, c'est important. Là, on voit l'importance de bien connaître les routes, de connaître des gens, d'aller faire des sorties avec des gens dont on a confiance, de retrouver un noyau, en fait. Bien sûr, on l'entend à la fin du petit reportage. Brian Coquard utilise le terme de plaisir et je pense que faut absolument avoir ce plaisir-là, malgré l'intensité et l'exigence que ça demande, le cyclisme de très haut niveau comme ça. Et oui, avoir un environnement, avoir du monde pour aller rouler, parce qu'on n'a pas tous les jours envie d'aller rouler, donc avoir du monde pour nous tirer un peu, avoir des endroits un peu clés où on s'arrête, avoir des repères sur les parcours qu'on effectue au quotidien, tout ça c'est hyper important et ça fait partie de l'environnement du coureur cycliste qui l'aide aussi à être bien dans sa peau et du coup à être plus performant. Puis on aime bien vous montrer les coureurs de cette manière-là, au quotidien aussi, attachant, sympathique. Voilà pour ce sujet de Tanguy. C'est très sympa. Pour l'instant, on va passer au profil de l'étape du jour, mon cher Patrick, parce que c'est peut-être la dernière étape qui peut correspondre. Vous avez vu, c'est moi qui ai loupé le jingle aujourd'hui. Visiblement. Parce que c'est peut-être la dernière étape qui peut correspondre à Brian, justement. Eh bien, on va voir, effectivement. Ça, c'est les coureurs qui en décideront. Mais oui, cette étape peut paraître finalement assez facile dans son profil. Attention quand même à cette côte qu'il y a dans le final. On ne sera pas... alors, vous le voyez, l'étape en entier, elle fait 191 km. Et il y aura effectivement une bosse qui va intervenir dans le final, puisqu'il y aura un premier passage sur la ligne à 60 km de l'arrivée pour aller chercher cette boucle finale. Et il y aura cette ascension de Steinerberg qui pourrait effectivement faire des dégâts. La difficulté, c'est d'anticiper sur l'attitude du peloton. Parce qu'après ce qui s'est passé hier, avec un Peter Sagan qui a pu se présenter sur la ligne d'arrivée, maintenant tout le monde est prévenu. Il peut être un client aussi aujourd'hui, au même titre que Coquard qui a quand même surpris tout le monde, quand même, en allant chercher hier la deuxième place, surpris, parce qu'il est sorti de sa boîte à Pandore au dernier moment. Donc ceux-là, on va peut-être chercher des équipes vont peut-être chercher à les écarter. Et il y a ce qu'il faut avec ce joli petit talus donc, qui intervient dans le final. On est à quoi? À 15 km de l'arrivée. On gardera l'expression de la boîte de Pandore, en tout cas, Patrick. On vous la ressortira après course. C'est le moment des pronos. C'est une belle expression. Mais oui, très bien, effectivement. Les pronos? Les pronos. Allez, l'heure est grave, messieurs. Et comme Pierre fait son retour, Pierre, vous commencez. Eh bien, je dis Bettiol dans la lignée de ce qu'on a vu hier sur le Ventoux avec un doublé de son équipe, Education First. Et ben voilà, ça c'est fait. Christophe? Et bah, Matteo Trentin. Il y a une histoire entre les deux. J'aurais bien pris Bettiol. Cyril? Moi, je vais rester sur le vainqueur d'hier. Faut donner le nom. Comment? Faut donner le nom. Peter Pan. Je crois que je ne l'ai pas faite, celle-là. Patrick, à vous. Remco Evenepoel. Oh! La grosse mise, la grosse cote. Moi, j'aimerais bien voir le regard de Tanguy Kerouas maintenant, parce qu'on vous a volé 4 noms, Tanguy, avec cette magnifique vue derrière nous, derrière vous. Il en reste pas mal à choisir. Vous prenez qui?
Bah, si l'échappée est reprise, je vais dire soit Kung, soit Adam Yates pour aller avec Evenepoel. Vous en avez donné 2, je vous les laisse. Allez, c'est bon, vous avez le droit également. C'est la dernière fois du Tour de Suisse, hein, Tanguy, c'est un normalement, un non. Allez, ça va frotter, se termine là. On va partir directement sur cette 4e étape du Tour de Suisse que vous allez suivre jusqu'à dimanche. Ne l'oubliez pas, on est parti pour de magnifiques journées tous ensemble. On les laisse en cabine, nous on reste ici avec Pierre Carré. Sur le plateau, ça va frotter, à tout à l'heure. Quatrième étape du Tour de Suisse. Aujourd'hui, encore un paysage magnifique. Vous allez vous régaler jusqu'à la fin de la semaine. Il y a une échappée qui est partie sur une étape qu'on attend peut-être pour les sprinteurs, peut-être pour Brian Coquard. Encore Sagan. On a eu les pronos tout à l'heure. Il reste encore quelques kilomètres, un petit peu moins de 70 à parcourir. Direction Brunnen, n'est-ce pas? Patrick Chassé, Christophe Riblon, Cyril Guimard. Rebonjour, messieurs. Ça va frotter, reste en place pour la fréquence. Merci Claire Bricogne. On va effectivement voir les images de ce départ qui a été donné de Grange si vous préférez, avec la première difficulté, Capellen qui a été escaladé, première difficulté qui a joué son rôle. On va en parler dans un instant. Et puis ensuite à Senpar où on est passé. Senpar, on verra s'il y a à nouveau une bataille, parce qu'on n'a pas oublié cette fameuse bataille contre les Habsbourg, bien sûr, n'est-ce pas messieurs? Et puis ensuite, il y aura cette boucle de 60 km avant de rejoindre, d'abord aller chercher cette côte dans le final, classée en 2e catégorie, 3 km à 8,5%. Attention parce que derrière il ne restera que 15 km pour rejoindre la ligne d'arrivée à Brunnen. Voilà donc cette étape de 190 km proposée aux coureurs et vous voyez qu'il s'il n'y a que 2 côtes répertoriées, eh bien le parcours est quand même un peu vallonné par endroits. Bon, on verra ce que ça donne sur le terrain, mais quoi qu'il en soit, cette étape, oui, peut sur le papier convenir aux coureurs les plus rapides, comme c'était le cas hier. Image du départ donc de cette 4e étape. Cette 4e étape du Tour de Suisse qu'on vous propose de suivre cette semaine à la mi-journée. Et vous le voyez à nouveau sous le beau temps et même sous la chaleur qui règne actuellement sur tout l'ouest de l'Europe. La chaleur illustrée par cette image magnifique, ce flou à travers lequel on voit poindre les coureurs du peloton. Les coureurs qui sont actuellement à 60 km de l'arrivée et une échappée est sortie dès cette première difficulté dont je vous parlais tout à l'heure. Ça a un peu bataillé et à vrai dire, en début d'étape, on parlait plus des incidents mécaniques que des tentatives d'échapper. Les incidents mécaniques, je vous réserve ça pour dans quelques instants, mais on va peut-être vous donner la composition de cette échappée. Seulement 3 coureurs aux avant-postes. 3 coureurs qui ne sont pas dangereux au classement général. Matthew Holmes, le Britannique de la formation Lotto-Soudal. Marcus Holgaard, le coureur norvégien de la formation Trek Segafredo. Et enfin, le 3e coureur, c'est Jimmy Janssens de l'équipe Alpecin. Voilà donc, c'est un coureur belge bien sûr, Jimmy Janssens. Ces 3 coureurs échappés. Alors par rapport à ce que l'on a vu ces derniers jours, 3 coureurs, mon Dieu, mais c'est peu, 3 coureurs pour tenir tête à un peloton. Est-ce que ça veut dire qu'on n'avait pas confiance dans l'échappée, dans les chances des baroudeurs ce matin au départ, Cyril Guimard? Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu moins de candidats désireux de se glisser dans l'échappée, puisque... on l'a dit, il y a une difficulté à 15 km de l'arrivée, il y en avait une au départ, mais entre les deux, on avait, on va dire, une partie relativement facile, et donc ça permettait à l'ensemble des équipes de bien gérer l'écart sur ce type de parcours, sur ce type d'étape, en sachant que les sprinters vont tenter de passer la bosse, donc ils vont faire rouler leurs équipiers pour contrôler. Et on a vu donc que 3 coureurs, que 3 courageux, on va dire, et qui se feront rejoindre vraisemblablement dans la dernière difficulté. D'ailleurs, le peloton, à aucun moment, n'a laissé la bride sur le cou à ces 3 hommes. Même s'ils n'étaient que 3, l'écart maximum n'a jamais dépassé les 2 minutes 30, 3 minutes. On est même revenu maintenant à 1 minute 15. Ça veut dire qu'on va avoir une explication dans ce final, dans ces 20 derniers kilomètres,
dans cette ascension longue de 3,8 km à pratiquement 7,5% de pourcentage, eh bien dans cette ascension, il y aura les punchers pour sortir, éventuellement on pourra attaquer pour le classement général, et les sprinters qui vont essayer de s'accrocher. Il y a la descente derrière, on a le temps de revenir si on ne perd pas trop de temps. Et donc dans cette étape, la dernière sans doute réservée aux sprinters sur ce Tour de Suisse, eh bien on aura la réponse tout à l'heure. Et pour ces 3 coureurs, je pense que dans la tête, ils savent qu'ils n'ont qu'une chance, il faut quand même bien le dire. Et pourtant, on a laissé un peu de marge tout à l'heure, hein, lorsque justement les coureurs avaient franchi Capellen et que cette échappée s'était dégagée, avait pris le large. Ils ont pris jusqu'à plus de 5 minutes d'avance. Bon, vous voyez qu'ensuite, progressivement, le peloton a réduit son écart pour revenir maintenant à 1 minute et 20 secondes seulement des 3 hommes de tête. Échappés, on le sait maintenant depuis pratiquement, je suis en train de compter en même temps que je vous le dis, ils ont fait à peu près 135 km de course. Ils sont sortis après une vingtaine de kilomètres, donc ils ont plus de 110 km d'échappée dans les jambes. Et on est à 57 km de l'arrivée, ça veut dire que le premier passage dont on vous parlait tout à l'heure sur la ligne d'arrivée a déjà été effectué. On est sur cette boucle qui va nous permettre d'aller chercher dans le final, pas tout de suite, dans le final, cette côte de 2e catégorie. On est dans les environs du lac de Lucerne. On est dans le canton de Berne. On parle français dans ce coin de la Suisse. Et bon, peut-être pas à l'arrivée, puisque l'arrivée sera jugée à Brunnen, donc au terme de ces 190 km de course. Oui, c'est une étape qui sera peut-être plus intéressante qu'elle n'y paraît par rapport à son profil, puisque on a l'impression que le peloton, comme ça, a laissé filer une échappée, 3 hommes en tête, et puis bon, on attend le final. D'abord, quand on attend le final, c'est qu'on a su conserver aussi des forces, donc l'explication peut être explosive. Et pourtant, il ne faut pas se fier aux apparences. Ça a roulé vite puisqu'on est sur une moyenne sur 2 heures de course qui est supérieure à 47 km/h, 47 600 je crois. Donc ça roule quand même très vite aujourd'hui. Bien sûr, la moyenne n'est pas calculée sur la vitesse du peloton, elle est calculée sur les hommes de tête. Ça veut dire que le peloton qui a laissé filer pendant 5 minutes cette échappée, 5 minutes derrière cette échappée, sur la dernière heure de course, a roulé probablement autour de 50 km/h pour réduire sa marge par rapport aux échappées. Et alors, qui roule en tête du peloton? Eh bien, c'est l'autre information importante de ce début d'étape. L'équipe Cofidis a décidé de prendre les choses en main. L'équipe de Brian Cocard. Brian Cocard est un coureur qui ne se laisse pas impressionner par cette côte de 2e catégorie dans le final de cette étape aujourd'hui. Est-ce que ça vous surprend? Non, pas spécialement. Non, Brian Cocard qui hier a bien vu qu'il était... honnêtement, pour moi, hier, c'était le coureur le plus rapide. S'il avait été un peu mieux positionné, alors qu'on voit que Maximan Charman est en train de s'amuser avec son bidon à s'arroser. Hier, pour moi, c'était certainement le coureur le plus rapide. Malheureusement, il était placé un peu trop loin. Donc voilà, tout simplement, hier, il a senti qu'il était tout proche de la gagne. Donc aujourd'hui, il veut essayer de profiter de ce parcours qui peut convenir aux sprinters. Je dis bien qu'il peut convenir parce que la dernière ascension, elle est quand même loin d'être simple. Un peu plus de 3 km, 8,5 de pourcentage moyen sur 3 km. Si ça roule vite, et je ne doute pas que ça va rouler vite, je pense qu'il y a des équipes qui ont un intérêt à faire exploser un petit peu ce peloton, peut-être même, d'ailleurs ça a été dans vos pronostics, Patrick, notamment les coureurs du classement général aujourd'hui qui vont peut-être tenter leur chance, on l'a vu déjà sur la première étape, donc pour moi il va y avoir du mouvement et je pense que ce sera compliqué pour les sprinters, mais en tout cas voilà, on tente sa chance, on tente son va-tout et en tout cas on affirme ses ambitions du côté de Brian Cocard. Après Brian Cocard passe aussi relativement bien les bosses, mieux que la plupart des sprinters, donc voilà, il y a aussi une opportunité peut-être pour Brian Cocard d'éliminer certains sprinters et du coup de se retrouver dans un peloton un petit peu diminué, être le coureur le plus rapide à voir. Mais voilà, en tout cas ça montre de l'ambition du côté de l'équipe Cofidis et de Brian Cocard. Alors on va écouter Brian Cocard après sa victoire, après sa 2e place hier, peut-être pas une victoire quand même, non. Après sa 2e place. Il me semblait que c'était Peter Sagan qui avait gagné. Hier, vous avez raison, c'est Peter Sagan qui a gagné. Donc on va écouter quand même comment Brian Cocard, avec quel propos il est revenu sur sa 2e place hier. Et après, on parlera peut-être plus en détail aussi, bien sûr, de l'étape du jour. Mais revenons d'abord sur hier, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à vous raconter sur cette étape. Et Cyril Guimard, je vous ferai réagir sur les propos de Brian. Brian, que l'on écoute au micro de Tanguy.
Je suis passé à autre chose. Après, mon débriefing a été rapide et comme je vous ai dit, hein, j'ai vu que je revenais très vite, j'étais un peu trop loin. Après, c'est comme ça, c'est le vélo et il faut passer à autre chose. Et aujourd'hui, on va dire, il y a une demi-occasion, on va essayer de la saisir. Oui, il dit il y a une demi-occasion, hein, donc voilà, il y a vraiment, je pense dans le peloton, on n'est pas sûr aujourd'hui quand même que les sprinteurs peuvent tous être à l'arrivée. Hein. Alors justement, c'était sur cette remarque que je voulais faire réagir Cyril Guimard. Ça veut dire quoi une demi-occasion dans la bouche de Brian Cocard? Ça veut dire qu'elle n'est pas entière. Oui, jusque-là on est logique. 50%. Mais alors pourquoi on fait rouler on ne sait jamais. Même s'il y a 50% de chances de disputer un sprint, on prend le risque quand même, c'est ça? Oui, c'est la preuve, hein, c'est qu'ils ont mis à rouler. Maintenant, la poursuite n'est quand même pas une poursuite très difficile dans la mesure où les 3 hommes de tête n'insistent pas énormément. Ils sont maintenant avec une 30. Dans la mesure où vous mettez qu'un équipier ou 2 équipiers à rouler et des équipiers qui de toute façon ne passeront pas à la dernière difficulté. S'il y a 2 ou 3 autres équipes qui viennent donner un petit coup de main, bon, il y a pas le feu, quoi. Donc, oui, le fait de rouler, ça permet aussi de garder concentré l'ensemble de l'équipe, puisque si on fait rouler, ça veut dire qu'on a de réelles ambitions. Et d'ailleurs, on le voit, il y a d'autres équipes qui viennent passer le relais en tête. Donc oui, pourquoi pas. Alors maintenant, moi je suis toujours surpris de la précaution que prennent surtout les coureurs français quand on leur parle d'ambition ou d'envie. C'est toujours un petit peu on verra bien si les jambes vont bien. C'est pas dans le style je vais me faire péter les cuisses, mais de toute façon il faudra que je passe, quoi. C'est plutôt on verra bien, quoi. Bon, hier en tout cas, pour reprendre votre expression, il s'est bien fait péter les cuisses hein, pour faire ce sprint. C'était assez magnifique. Et d'ailleurs, Christophe Riblon, vous souhaitiez revenir sur le sprint d'hier? Oui, tout à fait. On va revoir des images, c'est ça? Oui. Oui, tout à fait. Ouais, Très intéressant. On a longtemps débriefé hier avec Cyril Guimard du sprint, effectivement, qu'il y a eu hier. Et je parlais tout à l'heure de Brian Cocard, hein, qui était un petit peu loin, mais qui pour moi était quand même le coureur le plus rapide, notamment dans la dernière ligne droite. Hier, Brian, clairement, il n'était pas très très bien positionné. Voilà, on a ces images où on a bien cerclé. Hein. On a vu Peter Sagan, on a vu où était à ce moment-là placé Brian Cocard. À ce moment-là, tout allait bien. Hein. Là, on est à quoi, à 500-600 mètres non, à plus, on était à 700-800 mètres. On est au premier virage à gauche. Et regardez là déjà, Brian Cocard qui va perdre la route Sagan. Et regardez l'agressivité. Hier, on parlait de ça sur le final, l'agressivité de Peter Sagan qui là est venu prendre la place des coureurs de l'équipe Ineos pour venir se positionner dans la route d'Alexander Kristoff. Regardez où est Brian, il est en bas. Là, à ce moment-là, il est à peu près en 10e position. Et là, il n'a plus d'équipier, Brian Cocard, pour venir lui faire l'effort à ce moment-là, pour essayer de venir se replacer un petit peu mieux. Et là, voilà, on voit bien Peter Sagan placé idéalement. On aperçoit même Anthony Turgis, son coéquipier, qui est juste derrière lui. Et regardez bien ce qui va se passer à la relance de ce virage-là. Brian Cocard qui est là. Regardez, il est quoi? Il est 9e là. Hein, et là, on est à 350 mètres de la ligne. Donc, c'est déjà très loin. Et en plus de ça, on va le voir hein, sur l'image d'après. Là, on vous avait fait une petite pause pour bien qu'on identifie où on était. Et regardez en bas, Anthony Turgis qui en plus se relève. Donc, en plus, il va faire une cassure derrière. Et on va voir sur la partie finale Brian Cocard qui va revenir de très très loin. Bon, Peter Sagan, on l'a vu, hein, son sprint, il devance un tout petit peu le sprint d'Alexander Kristoff. Il passe bien sur la gauche. Il a tout de suite pris le lead. Et regardez Brian Cocard en bas là qui revient, hein, qui est obligé de boucher la cassure faite par Anthony Turgis. Regardez comment il revient encore sur le final. Et il lui manque, il manque une 50aine de mètres, peut-être même moins, à Brian Cocard pour passer Peter Sagan. Voilà, hier il était très rapide. Malheureusement, il n'était pas très bien placé, mais c'était peut-être pas trop de sa faute, c'est qu'il était esselé sur le final, oui, contrairement pas très bien à Sagan, emmené, hein, quand même. Voilà, contrairement à Sagan qui avait du monde, contrairement à Alexander Kristoff qui avait encore Pasqualone. Brian Cocard hier était un petit peu esselé, donc peut-être qu'aujourd'hui, si ça arrive au sprint, en tout cas, il y a une correction du collectif, j'ai envie de dire, autour de Brian pour que le final se passe mieux, parce que clairement, sur ce qu'on voit hier, il était très rapide. Brian Cocard n'est pas un coureur qui a souvent bénéficié au cours de sa carrière d'un véritable train pour l'emmener. Là, mais clairement, il lui manque quand même un équipier pour lui éviter de faire autant d'efforts de placement dans le dernier kilomètre. Non? Oui, tout à fait. Mais
il faut aussi avoir un tout petit peu plus d'agressivité parce que si là on n'a vu qu'une partie du sprint, mais si on le regarde d'un petit peu plus loin, Oui, on a vu surtout que les images on a vu qu'avec les images qui nous étaient données. c'était donné. Et on voit, et si on fait la comparaison entre Brian et Peter Sagan, Sagan il a fait le ménage tout le temps et tout seul. Il avait Turgis, mais Turgis était dans son sillage déjà avant le kilomètre, puisqu'on se posait la question de savoir si c'est Peter qui allait emmener Turgis ou l'inverse. Et Turgis était toujours dans le là sillage. au soutien en fait, au cas où. Ouais. Quoi. Et puis Peter, il a fait le ménage partout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un coureur qui est venu, il a mis l'épaule. Et même si vous regardez le sprint, il lance le sprint en avance, donc il débouche de derrière Christophe. Il est 10 à l'heure moins vite. Mais quand il passe devant, il y a encore la place pour passer entre lui et les balustrades. Et qu'est-ce qu'il fait, Peter Sagan? Il ferme la porte. Et Christophe est obligé de refaire le tour à gauche, c'est mort. Et après, dans l'aspiration, arrive Brian. Et Brian, il est dans la roue de Peter Sagan. Et il freine. Ouais, à 700-800 mètres, le premier virage à gauche, on le voit, il est dans la roue et effectivement. Et il freine et il perd 7-8 pages. Dans un sprint, quand vous freinez, vous êtes battu. Il perd des places là où Sagan, lui, est revenu se positionner dans la roue qu'il avait décidé, en l'occurrence Alexander Christophe. Mais il a fait le ménage. Il a fait preuve d'agressivité, comme on l'a dit. Alors d'un autre côté, à la décharge de Brian, le statut oui, on laisse plus de Peter Sagan, on va moins lui rentrer dedans que le petit coq là de chez Cofidis, quoi. Bon, mais attendez, c'est pas. Quand je dis le petit coq, c'est pas péjoratif. C'est non, pas c'est son péjoratif. surnom. Écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui quand même, mais quoi qu'il en soit, ces deux-là peuvent être en confiance par rapport à ce qu'ils ont vécu hier. Oui. On verra s'il n'a pas lieu d'être finalement trop en confiance, parce que l'étape aujourd'hui est plus exigeante dans sa partie finale. Quoi qu'il en soit, écoutez ce qu'en dit justement Brian Coquard, toujours au micro de Tanguy Queiroz sur les images de Charles-Antoine Nord. La dernière montée paraît dure, après bien évidemment je pense que je vais essayer. C'est 4 km, 3 km très musclés. Voilà, on va voir, en tout cas on va tenter pour pas avoir de regrets et ça va être l'objectif de la journée pour moi. Et bien voilà, vous venez de l'entendre. Et pendant ce temps, d'ailleurs, les coureurs sont passés sur le sprint intermédiaire. Mais ce sont les coureurs de tête, les trois échappés. Ils sont loin au général. Il y a des bonifications, mais ils sont loin au général. C'est Matthew Holmes sur la vue qui est passé en tête. Et voilà, ça n'aura aucune incidence sur la suite de la course. À savoir qu'il restera encore un sprint intermédiaire qui, lui, va se situer beaucoup plus proche, bien sûr, de l'arrivée. Alors que je ne me trompe pas, à peu près une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Donc voilà, il restera encore des bonifications à aller chercher en plus de celles bien sûr attribuées à l'arrivée. Alors on était revenu à peu près des hommes de tête. On était revenu à 1,20 et visiblement le peloton a dit bon on va peut-être laisser quand même filer parce que là on est encore loin de l'arrivée quoi qu'il en soit. Les hommes de tête ont repris 30 secondes d'avance, mais ne vous y trompez pas, c'est plutôt le peloton qui a laissé filer l'échappée en leur accordant 30 secondes supplémentaires que les échappés qui ont réellement accéléré l'allure parce qu'il reste encore près de 50 km de course dans cette quatrième étape. Je vous propose de tourner une page de publicité et on se retrouve juste après bien sûr avec Cyril Guimard et avec Christophe Riblon pour la suite de cette quatrième étape. Retour sur la quatrième étape du Tour de Suisse avec 3 coureurs échappés. Et à l'arrière du peloton, Thibaut Pinot ici qui, vous le voyez, prend le temps de discuter avec la voiture de direction sportive de son équipe. C'est Jussi Väikänen, effectivement, le Finlandais, ancien coureur de l'équipe, devenu depuis sa retraite, directeur sportif. Bon, on plaisante, on a le sourire, on est décontracté, ça se voit, c'est visible. Hier, Thibaut Pinot a encore perdu du temps, mais c'était pas, franchement, on n'a pas l'impression que ça, ça préoccupe du tout ce coureur. D'abord, c'était peut-être tout simplement volontaire. C'est Mauduit, pardon. Je crois que c'était Philippe Mauduit, non? Ah, j'ai pas fait attention. Alors là, je vais pas vous. Dans une première vision, je me suis laissé. Non, mais c'était Philippe Mauduit, c'était pas. Bon, vaut mieux reconnaître les coureurs que les directeurs sportifs. Oui, mais bon, c'est important de leur rendre. Voilà. Si on les cite, autant les reconnaître. De ne pas être pris pour un autre.
Ils s'entendent bien a priori, hein. Donc il Oui, n'y aura oui, pas non, il y aura d'histoire. pas de- Non, je disais, Thibaut Pinot perd du temps, mais il n'a pas du tout fait du classement général un objectif. Dès le premier jour, il avait perdu une cinquantaine de secondes de mémoire. Et par conséquent, hier, s'il a à nouveau perdu du temps, au même titre que d'autres coureurs, hein, comme Rigoberto Urán, etc., ben, ce sont tout simplement des coureurs, certes, qui ont des ambitions élevées pour les prochaines semaines, pour le Tour de France. Peut-être pas pour le classement général à chaque fois, mais en tout cas sur ce Tour de Suisse, c'est clair que ce que va viser Thibaut Pinot, c'est avant tout une victoire d'étape et non pas chercher à faire un bon classement général. A contrario, un coureur qui n'est pas réputé comme un pur grimpeur, un Stephen Kung, lui visera peut-être le classement général, puisqu'il n'y a pas de grand col sur ce Tour de Suisse. Certes, un dénivelé souvent important, mais on l'a dit et on l'a vu dans le passé, c'est parfois des coureurs assez complets qui étaient capables d'aller remporter le Tour de Suisse. Petit rappel sur le classement général, et je vous passe la parole, Cyril Guimard. Sur les hauteurs du classement général, vous voyez que Stephen Kung occupe la 5e place. Et on a quand même plusieurs coureurs qui sont situés avec un retard de 10 secondes. 7 exactement. 10 secondes de retard simplement sur Steven Williams. Williams devant Kroon et Leknesund. Je ne sais pas si ces trois-là vont se jouer la victoire dans le Tour de Suisse, mais derrière on a quand même du beau monde avec Geraint Thomas qui est à 7 secondes, avec son équipier Adam Yates qui fait partie des coureurs à 10 secondes. Et puis on a aussi chez Israël le Danois Jakob Fuglsang qui est 9e, Vlasov pour l'équipe Bora qui est 8e. Evenepoel qui n'était pas sur ce classement mais qui est 11e. Voilà, il est 11e lui aussi à 10 secondes. Et vous voyez que Charman hier a perdu du temps. Charman était dans les tout premiers et hier malheureusement une cassure et il se retrouve dans une chute à 4 km 200. Cassure consécutive à une chute. Et du coup il se retrouve à 55 secondes. Pourquoi? Parce que cette chute n'est pas intervenue dans les 3 derniers kilomètres. Et du coup on a eu quand même pas mal de coureurs qui ont été... Et il se retrouve à 55 secondes au classement général. Oui, également Pozzo Vivo, qui lui se retrouve à 1,03 au classement général. Donc vous voyez, ça fait quand même des dégâts cette étape hier en raison de cette chute. Et pour ces coureurs, évidemment, désormais, le classement général devient probablement secondaire parce qu'il y a trop de bons favoris mieux placés que dans les hauteurs de ce classement. Alors, pour revenir à ce que vous vouliez nous dire, monsieur Patrick, le premier jour a été quand même décisif sur la prise de position de leader ou pas de l'équipe Groupama FDJ, puisque Koum était dans le final et s'est battu d'ailleurs pour essayer d'aller gagner l'étape, alors que dans les dernières difficultés, Thibaut Pinot qui dans un premier temps s'est accroché et qui a compris qu'il n'avait pas les jambes pour jouer, il s'est donc relevé. Il continue à se relever maintenant systématiquement dans le final des étapes et il a parfaitement raison à l'image d'un Peter Sagan qui lui aussi, rappelez-vous, le premier jour était un petit peu limite et s'est fait décrocher. Ensuite il s'est fait décrocher jusqu'à l'étape d'hier et hier il est allé chercher sa première victoire. Thibaut il aura jeudi et vendredi pour éventuellement jouer une victoire d'étape, mais pour cela il faut qu'il continue à faire tourner la machine sans la mettre au maximum sur chaque finale d'étape. vous avez remarqué quand même que dans l'échappée et les échappées d'une manière générale sur ce Tour de Suisse, ce ne sont pas, je l'ai déjà dit, des équipes de deuxième division qui se mettent en avant. Alors il y a l'équipe Alpecin, mais on sait que l'équipe Alpecin a clairement le niveau d'une équipe d'une World Team. Et puis on a l'équipe Trek qui également est représentée dans cette échappée, ainsi que l'équipe Lotto de Matthew Holmes. On cherche vraiment ces équipes, et je ne parle pas spécialement d'aujourd'hui, on cherche vraiment à essayer de varier les stratégies, de jouer un peu sur tous les tableaux. Pourquoi pas une échappée de baroudeurs? On a vu dans le passé récent, dans les dernières courses, que les échappées de baroudeurs, parfois elles surprennent, elles vont au bout. Et on arrive à décrocher des victoires ainsi, de cette façon. Et chez Lotto Soudal, on est un peu dans l'obligation de jouer sur ce tableau. Hier, c'était Philippe Gilbert qui était dans l'échappée. Et puis au classement général, on va avoir des ambitions en ce qui concerne Andreas Kroon, qui figure pour l'instant au classement général en 2e position, avec seulement 6 secondes de retard. Pourquoi je vous fais cet éclairage sur l'équipe Lotto Soudal? Tout simplement parce que on s'est intéressé
aux licences du World Tour qui vont être attribuées à la fin de l'année. Et vous savez que pour savoir qui va monter et qui va descendre, on fait un calcul sur les 3 années écoulées. L'année 2020, l'année 2021 et l'année 2022. Alors aujourd'hui, on peut dire que c'est une quasi-certitude. Alpecin Phoenix, qui est représenté aujourd'hui à l'avant de la course, eh bien, est assuré de remplir le critère sportif, puisque Alpecin a marqué beaucoup de points au cours de ces 3 années. Et c'est vrai, il faut aussi remplir d'autres critères, je le précise, des critères administratifs, éthiques et financiers, afin de pouvoir monter en première division. Pour Arkea Samsic, qui est 13e du classement sur ces 3 années, ce n'est pas encore fait, mais on peut être optimiste. Je vous rappelle qu'il y a 18 places dans le World Tour et l'avance sur la 19e équipe est de 2172 points précisément. Alors on va dire que c'est un matelas assez confortable. En revanche, pour la descente, c'est précisément Lotto Soudal dont je vous parlais et Israel Première Tech qui sont vraiment dans le rouge. Une position, oui, c'est vrai, qui peut quand même évoluer rapidement. Pourquoi? Parce que les écarts sont faibles. Regardez plutôt dans cette zone grise, si je puis dire, du classement UCI sur 3 ans. Aujourd'hui, 6 équipes sont particulièrement concernées par un risque de descente. Et même s'il y a plus de 700 points entre IF, qui est 18e, et entre Lotto Soudal, qui est 19e, bah imaginez, la blessure d'un leader peut vite changer la donne. Alors, maintenant, ce qui est intéressant d'étudier sur les 2 ans et 6 mois et demi de course qui entrent dans le capital de points, eh bien, c'est le capital inscrit en 2022. Et là, c'est un marqueur de la dynamique actuelle des équipes en danger, mais aussi de leur prise de conscience de cette situation, sur le plan tactique notamment. Lotto Soudal est toujours dans cette zone rouge, mais a marqué beaucoup de points cette année, et notamment dans les premiers mois de cette saison. Grâce à Arnaud Delis notamment, puisqu'à lui seul, il a marqué 1090 points. IF n'en a marqué que 1949. Ces points retenus concernent les 10 meilleurs coureurs de chaque équipe. 1949 points marqués en 2022 et n'a jusqu'alors d'ailleurs pas semblé adapter ses programmes et ses stratégies pour, disons, marquer du point. Alors ça semble quand même avoir changé ces derniers jours, car hier, souvenez-vous, Ruben Guerrero, qui s'est imposé lors du Mont Ventoux dénivelé Challenge, avait dit clairement au micro de Pierre Esquer sur notre chaîne L'équipe que les points UCI avaient été évoqués lors du briefing avant le doublé de l'équipe américaine au sommet du Mont Ventoux, puisque Chavez est allé chercher la 2e place au pied de l'observatoire. Et avant le Dauphiné également. IF pouvait se permettre de réagir tard puisqu'elle est 18e sur, je vous rappelle, les 18 places possibles. Et donc pour l'instant, elle est maintenue. Mais pour Lotto Soudal, il va falloir impérativement garder ce rythme pour espérer rattraper et dépasser IF. Et enfin pour Israël Première Tech, bah là il va falloir un miracle. Un miracle, parce que l'équipe de Chris Froome est clairement la plus mal embarquée. On voit mal comment elle pourrait aujourd'hui inverser la tendance, à la manière de son leader, qui, on le voit bien, est incapable, même s'il a fait quelques progrès, d'inverser la tendance et de redevenir ce qu'il a été. Non, ils n'ont pas les coureurs pour aller chercher les points nécessaires pour se maintenir. C'est incroyable, une équipe avec un tel budget qui va être rétrogradée. Bah c'est le signe qu'une logique financière n'est pas forcément accompagnée d'une cohérence sportive. Oui, et là... On peut le dire comme ça, c'est beaucoup plus complexe en fait dans le fonctionnement, parce que imaginons que Froome ait pu retrouver une condition physique logique, les points, ils auraient pu aller les marquer. Et puis dans une équipe, quand vous n'avez pas de leader, ou plus de leader, ben, c'est encore beaucoup plus compliqué. Mais moi pour l'auto, je me fais pas trop de soucis, parce qu'ils n'ont pas marqué les points qu'ils espéraient, parce que Caleb Ewan a eu quand même 2 gros pépins depuis le début de saison. Donc le Tour d'Italie, le premier jour, ça s'arrête pour lui. S'il continue le Tour d'Italie, il n'est pas impossible que Caleb Ewan va chercher 3 ou 4 victoires d'étape. Donc il va revenir sur le Tour. Sur le Tour, bon là, il ne faut peut-être pas qu'il se remette par terre. Ce qu'il avait fait l'an dernier d'ailleurs, dès le 3e jour, je crois. Et Caleb Ewan, à lui tout seul, Delis également, qui est un jeune coureur très prometteur. Moi, je pense que le Tour va aller chercher les points, les points qui lui manquent sur la fin de saison.
On verra ça. En tout cas, on n'a pas le choix. Si on veut se maintenir, il y aura. C'est ça qui est assez inédit, Christophe Réblon, dans le vélo. C'est que, quel que soit le budget d'une équipe, quelle que soit son ancienneté, l'équipe Lotto Soudal est l'une des plus anciennes. Je crois d'ailleurs que c'est la plus ancienne du peloton international, cette équipe belge. Eh bien, voilà. Aujourd'hui, dans le vélo, c'est un peu comme dans les sports collectifs. Il faut avoir le niveau. On est loin de la licence. Un peu à l'image des ligues privées américaines que réclamait à une époque l'Union cycliste internationale et surtout les équipes qui détenaient ces licences, eh bien on est loin de cette logique. On doit être confronté à la réalité sportive et pour certains, ça risque d'être douloureux. Oui, je trouve ça éthiquement très bien. Je trouve que c'est une bonne chose. On était quand même parce que moi je considère quand même que le cyclisme est quand même un sport collectif et d'autant plus aujourd'hui quand on voit comment se courent les étapes, sport individuel qui se pratique en équipe, et je trouve que le modèle des sports collectifs avec ce système de montée et de descente par rapport à la valeur sportive de l'équipe, je trouve que c'est une bonne chose. Alors effectivement, il y a des sujets qui sont en train d'être il y a certains sujets qui sont en train d'être levés sur la pression qui est mise sur les coureurs et à ce niveau-là, parce que c'est vrai que sur toutes les courses on demande aux coureurs d'aller se battre des fois pour aller faire 10, 12e mais ça fait partie du jeu, il faut l'intégrer et je trouve que ça rend ça rend le cyclisme entre guillemets un peu plus sain. Je trouve que le modèle des ligues fermées entre guillemets, parce qu'on était dans ce schéma-là, ça s'appelait pas comme ça. Monsieur Verbruggen. Ça s'appelait pas comme ça, mais le système aujourd'hui du World Tour était un peu comme ça. On arrivait avec de l'argent, on achetait une licence et puis on pouvait accéder au World Tour. Aujourd'hui, le critère sportif est d'abord le premier critère à prendre en compte. Et il faut déjà, pour postuler au World Tour, il faut déjà avoir marqué le nombre de points nécessaires. Après, vous l'avez dit, il y a bien sûr d'autres critères. On va regarder tout. On va pas donner une licence au World Tour comme ça, mais je trouve que c'est une bonne chose et ça va faire pour moi grandir et progresser le cyclisme. Et surtout, ça va devenir intéressant. Nous, on en parle beaucoup. Ça devient intéressant de voir quelle équipe est réellement en lice, quelle équipe est en balance. Dans les sports collectifs, toutes les fins de saison, on a cette petite route, incertitude sur certaines équipes. Et là, on est en plein dedans et je trouve que c'est une bonne chose. Et puis, et du coup, ça nous permet aussi, comme on l'a vu hier au Mont Ventoux dénivelé de challenge, de mettre en avant certaines courses qui peut-être avant auraient désintéressé certaines équipes. Hier, l'équipe IF a clairement mis ses deux meilleurs grimpeurs au départ. Ils ont fait 1 et 2. Je crois que ça leur a rapporté, si j'ai bien vu, 210 points, je crois. On a vu qu'il y avait 600 points, je crois, entre la 18e et la 19e équipe, donc 210 points. Hier, c'est significatif. Donc je trouve qu'au final, ça va faire évoluer le vélo et le cyclisme dans le bon sens. 216 points exactement marqués hier. Donc mais bon, on voit que toutes les courses aujourd'hui sont importantes et pas seulement les courses du World Tour. Toutes les courses permettent de rapporter des points et on retient que pour chaque équipe sur ce total on ne garde que les 10 meilleurs coureurs. On ne prend pas les coureurs qui ont marqué 5 points par-ci par-là. S'ils ont des équipiers en gros ne sont pas forcément, les équipiers qui ne marquent pas de points, qui se cantonnent dans ce rôle ingrat mais précieux dans une équipe, on compte pas sur eux évidemment pour prendre les points. Mais en revanche sur les 10 premiers on va prendre tous les points et pour vous donner une idée, le vainqueur du Tour de Suisse il marque 500 points. Le vainqueur du Tour de France marque 1000 points. Voilà. Mais n'oublions pas que 1000 points, ça paraît beaucoup pour un seul coureur. Mais une équipe va marquer sur l'ensemble du Tour de France, surtout si elle a un sprinter, elle va marquer davantage, évidemment. Parce qu'il y a plusieurs occasions au cours de 3 semaines de course, vous vous en doutez bien, hormis le classement final, de marquer des points au fil des étapes. Sauf que celui qui gagne le Tour, il prend les 1000 points à l'arrivée. Mais il a été chercher des gagnes d'étape où il a été placé. Il a placé très souvent. À la sortie, il va prendre 2500 points. Ouais, c'est ça. Et ben voilà. Et donc il suffit que Chris Froome gagne le Tour de France et la Vuelta et c'est bon quoi. Que le Tour de France, ça passe. Ou que la Vuelta parce que c'est plutôt ses dernières habitudes. C'est vrai qu'il était très performant. Il y a 4 Tours de France quand même. Oui c'est vrai. Niveau habitude, je pense que. Oui. Bon, bref, allez. Allez, on a des petits trous de mémoire, c'est normal. Allez, on est à 30 km de l'arrivée avec nos 3 coureurs échappés. Je vous rappelle. En tête, Larry Holmes, le Britannique de la formation. J'ai dit Larry. Matthew Holmes de l'équipe Lotto Soudal. On a également
Marcus Solgaard, le Norvégien de l'équipe Trek Segafredo, et Jimmy Janssens, Alpecin. le coureur de l'équipe Alpecin. 3 hommes qui ont bien compris qu'avec une avance contrôlée depuis maintenant un bon moment par le peloton, ils n'avaient aucune chance d'envisager la victoire d'étape. Il aurait fallu qu'ils soient un peu plus nombreux. Et puis surtout, il aurait peut-être fallu qu'ils aient encore un peu plus d'avance à l'amorce des 30 derniers kilomètres. Là, moins d'1 minute 30. L'écart vous paraît trop faible? L'écart ne me paraît pas trop faible. Il est bien sûr beaucoup trop faible. Oui, ben, on est désolé par rapport aux téléspectateurs, mais on peut quand même pas vendre du suspense là où il n'y en a pas. Non, mais en tout cas, on peut vendre quand même qu'il va y avoir de la course. Oui, non, mais ça, ça il n'y a aucun souci. Alors, il nous reste effectivement un sprint intermédiaire à disputer. Ce sera sûrement anecdotique, surtout s'il en a encore, et c'est fort probable, au moment où ils passeront sur cette ligne, les 3 coureurs échappés. Mais il restera surtout la dernière difficulté, une côte de 2e catégorie, la côte de Sattel, 3 km de long à 8,5% de pente moyenne, dont le sommet est situé à 15 km de l'arrivée, 15 km 600 exactement. Pour pouvoir suivre tout cela sans interruption, je vous propose de tourner une page de publicité. L'écart diminue entre les échappés et le peloton dans cette 4e étape du Tour de Suisse. Moins d'1 minute désormais pour les 3 hommes de tête qui sont partis, je vous le rappelle, dès l'ascension de la première difficulté de Capellen dans les 25 premiers kilomètres de course, 25-30 premiers kilomètres de course. 3 hommes en tête, le Belge Jimmy Janssens de l'équipe Alpecin, le Norvégien Marcus Solgaard de l'équipe Trek Segafredo, et puis Matthew Holmes, le Britannique de la formation Lotto Soudal. Ces 3 hommes ont beau unir leurs efforts, et bien derrière on est organisé, et c'est l'équipe Cofidis qui a donné le tempo, qui a sonné le rappel en premier, en tout cas en tête de ce peloton, pour contrôler cet écart qui certes est monté jusqu'à plus de 5 minutes, mais qui a rapidement été résorbé pour rester longtemps à environ 1 minute 30, 2 minutes. Et puis maintenant, on se rapproche parce qu'on va rentrer dans le final de cette étape. Alors on n'est pas encore dans les tout derniers kilomètres, mais avant cela, eh bien, il y aura la côte de Sattel, une côte de 2e catégorie qui nous réserve très certainement une explication dont ne pourront se détourner les principaux favoris pour la victoire. On est sur les hauteurs du canton de Zoug et on est en train de prendre également la direction de Brunnen. On est d'ailleurs dans le canton de Schwytz. On était parti du canton de Berne, on est dans le canton de Schwytz. Et vous voyez ici quand même que la région est évidemment magnifique. Avec ces montagnes au loin, on en aura de toute façon de très belles étapes de montagne à suivre au cours de cette fin de Tour de Suisse qui, je vous le rappelle, se déroule jusqu'à dimanche pour le terme et pour connaître bien sûr l'issue de ce 83e Tour de Suisse. Alors pour l'instant le peloton roule et roule de plus en plus vite. Il y a quelques instants un sprint intermédiaire qui n'a pas apporté de modification au classement général, même s'il y a des secondes de modification à prendre puisque les 3 coureurs ne sont pas dangereux au classement général. Ils sont tous relégués à plusieurs minutes et c'est Matthew Holmes qui est passé en tête de ce sprint intermédiaire. C'était il y a 3 km seulement. Voilà, sprint anecdotique, mais si on accélère derrière, c'est évidemment dans la perspective de ce que nous avons pointé ensuite, c'est-à-dire cette ascension qui sera probablement déterminante pour les sprinteurs. Soit ils arrivent à s'accrocher et à tenir le choc, soit ils se font distancer, et dans ce cas-là, la victoire se jouera sans eux, la victoire d'étape. Il nous reste peu de kilomètres avant d'attaquer d'ailleurs cette ascension, puisque là il doit rester 5 km avant d'attaquer l'ascension. C'est pour ça que ça roule très très vite. On a vu un changement d'équipe en tête de peloton. C'est maintenant l'équipe Ineos qui est venue se placer dans les premières positions pour placer ses leaders, notamment Adam Yates et Geraint Thomas. On le voit, regardez l'arrière là, c'est pour Fedorov, le champion du Kazakhstan. Là, on voit que ça roule très très vite, c'est en file indienne. Et clairement l'écart maintenant qui est complètement en train de diminuer. Et tout prochain de rattraper l'échappée. Oui, l'échappée, ses heures sont comptées, ça c'est une certitude.
Allez, les hommes de tête nous indiquent Radio Tour passe maintenant à 20 km de l'arrivée. On nous indique 21, mais probablement 20, parce qu'à 20 km, il y a le panneau indiquant la distance encore à couvrir. Alors vous voyez les hommes de tête maintenant, et à l'allure qu'ils ont, il est clair, bah le voici, le panneau des 20 km. Radio Tour avait un petit peu anticipé. Que l'on a compris qu'il fallait tout donner maintenant, mais ça n'empêchera pas le regroupement avec le peloton. Ouais, non, c'est même inutile, hein, je pense, d'essayer de résister là au peloton. Regardez là, ça roule très très vite. Là, sur l'impulsion de Micro ou Van Barle. C'est Van Barle, je crois, qui est en train de rouler. Voilà, derrière l'équipe Bora qui est venue se placer aussi, l'équipe Jumbo-Visma aussi qui est là. On aperçoit les Quick Step qui sont aussi en train de remonter pour Evenepoel. Oui, Tim Declercq effectivement qui est en train de venir se replacer. Ce final, évidemment, tout le monde l'a étudié avec beaucoup d'attention lors du briefing dans les différentes équipes. Et d'ailleurs, eh bien, Tanguy Queiroz est allé interroger Stephen Kung sur la nature du final, qu'il connaît bien, lui, le coureur suisse de l'équipe Groupama FDJ. Écoutez les propos de Stephen Kung. C'était au départ de cette 4e étape. J'ai de la famille qui habite dans le coin là-bas et ouais, donc ouais, je connais tout et oui, la bosse il n'est pas sous-estimé avec la chaleur de nouveau, donc ça va faire des dégâts si vraiment ça arrive ou je veux dire si se joue la gagne dans le peloton, ça va monter à bloc et puis ça va se décompter un peu. Si on joue la gagne dans le peloton, je vais tout faire, les jambes sont bonnes, donc ouais, je vais pouvoir tenter quelque chose. Pour lui aussi, hein, un petit peu comme les sprinteurs, le tout est de savoir s'il arrivera à tenir le choc dans cette côte qui est abordée maintenant par les 3 hommes de tête. Au vu de ce qu'il a fait à la première étape, on rappelle, hein, bah regardez, d'ailleurs c'est eux qui sont en train de rouler. Hein. Là c'est Antoine Duchesne qui est à l'avant. Regardez, il est là, Stephen Kung en 4-5e position. Et c'est Fuglsang qui est en deuxième, qui est dans la roue de son équipier là-bas. Il va peut-être tenter quelque chose, hein, Jakob Fuglsang. Rappelez-vous lors de la première étape, c'est lui qui avait mis le bazar dans cette première étape dont on n'attendait pas tant. Et oui, avec Vlasov d'ailleurs. Ouais. Et pour l'instant, c'est l'équipe Movistar qui imprime le tempo. Donc on veut imprimer un tempo soutenu, hein, certainement pour Aramburu du côté de cette équipe Movistar. Alors qu'à l'avant, Mathieu qui continue d'insister. Mais on voit, le peloton est juste derrière. Bon, ça va monter vite. Hein. Bah, voilà, on va essayer d'éliminer les principaux sprinteurs. Donc on va avoir une des réponses. Savoir qui est en forme, qui est capable de passer cette bosse. On le rappelle, hein, un peu plus de 3 km. 8%, même un peu plus, 8,5% de pourcentage moyen. Avec des passages à 9,2. Alors Holgard a été repris et il reste juste Matthew Holmes et Jimmy Janssens. Pour l'instant, avec quelques mètres d'avance, les deux rescapés de l'échappée. On peut peut-être aussi avoir des attaques au niveau de l'équipe Bora, ne serait-ce que pour replacer bien sûr Charman qui se retrouve à 55 secondes suite à la chute d'hier. Mais il y a 4 Bora quand même de placés pour le classement général. Et ça peut amener effectivement des mouvements de l'équipe Bora. Les 3 premiers kilomètres de cette ascension, sur les 3 km 800, sont les plus pentus. Hein, c'est-à-dire qu'on est sur des pourcentages à 8,5, 8,6%. Et les derniers hectomètres, les derniers 800 mètres sont sur une pente un peu plus roulante dans cette côte de Sattel. Allez, on aperçoit notamment Clément Champoussin là, pour l'équipage d'Erstren bien placé. On a vu Adam Yates aussi, le coureur de l'équipe Ineos. Alors on voit Bambia là sur la gauche, le coureur de l'équipe Trek Segafredo. Et là on voit Alpecin qui essaye de durcir la course. S'il peut me donner une raison valable, Christophe. Peut-être pour Oldani. Oui. À voir, ouais. Et là, je m'aperçois que je ne vous ai pas parlé des incidents de début de course que j'avais un peu annoncé tout à l'heure. En début de course, à noter que les UAE, que l'on voit ici pour certains attardés, eh bien, ont eu des accidents à répétition. Rui Costa et Marc Hirschi à nouveau, figurez-vous, à 2 reprises, chacun ont été contraints de changer de vélo en début d'étape. Ça doit faire la 6e fois peut-être. Marc Hirschi, c'est sans exception. Lui, c'est tous les jours. Ah ouais, tous les jours, il change minimum une fois. Enfin, il a minimum une fois un problème avec son vélo. On avait une vue de l'arrière. Pour l'instant, j'ai pas vu de coureur, notamment de sprinter, en train de se faire distancer.
Et à noter quand même des abandons assez nombreux aujourd'hui, puisqu'on a eu déjà 5 coureurs qui ne sont pas partis, 4 coureurs pardon, qui n'ont pas pris le départ, et Tim Arensman, lui, qui a abandonné en cours d'étape. Timon Arensman de l'équipe DSM, qui avait déjà perdu du temps hein, au cours des premières étapes. Allez, Mathieu Holmes qui s'est fait reprendre. Et c'est maintenant Bambi, hein, l'équipe Trek Segafredo là qui est en train d'emmener. On voit Blasov aussi, hein, le coureur de l'équipe Dorin qui est là, Geraint Thomas, le coureur de l'équipe Ineos, Bissegger derrière là qui est en train de se faire distancer. Bissegger qui était échappé hier, vous vous en souvenez, qui avait fait un joli barreau d'honneur, mais qui avait finalement été repris par le peloton réglé. Ouh là là, il y a plus par grand monde Peter dans le Sagan. peloton. Regardez ça, c'est en train de casser là autour de la 50e position et même un peu plus haut. Hein. Ça, il va y avoir des. Si ça casse là, les sprinters vont avoir du mal à passer. Du monde en difficulté là. Il reste au moins 1,5 km dans cette ascension. Après, tout dépendra de l'écart au sommet. On peut espérer rentrer derrière, mais il faudrait vraiment avoir perdu peu de temps sur la tête de course. Allez, on voit là, c'est Stephen Cook qui est là. Oui, oui. C'est ça. Hein. Et sur la droite, Fuglsang, vous l'avez vu, le leader de l'équipe Israël, première. Sauf en bas. Yates et Geraint Thomas, les deux Ineos. Clément Alberto Berthet. Bettiol, le favori. Clément Berthet, hein, coureur de l'équipage de Astroen. Domenico Pozzovivo. On a Aramburu aussi, hein, j'ai vu le 141. Et Bambi qui continue d'inciter. Derrière, c'est Hugh Carty qui est en train de réagir. Qui a choisi Bettiol comme favori, le coéquipier de Hugh Carty? C'est Pierre Carré. C'est Pierre Carré. Et il est bien placé là. Hein. On voit d'ailleurs que les IF sont à 3 en tête du. D'ailleurs, c'est lui qui roule. Hein. Hugh Carty qui est en train de mener le train. On n'a pas de caméra arrière, hein, voir si on n'a pas la vue d'arrière du peloton, voir s'il y a des. Enfin, quel sprinter est en difficulté, c'est sûr qu'il y en a. Alors là, il n'y a que les coureurs du classement général quasiment là, dans les 10-15 premiers. Ah, on a aperçu le favori de Patrick Chassé, Remco Evenepoel. Vous l'avez vu, Patrick? Bien sûr. Pas des yeux. Regardez, il est là dans la roue de Geraint Thomas. Bien caché, bien à l'abri. Bon, Morbihan, il ne s'est pas posé de questions. Il fait à bloc, il ne fait pas l'étape aujourd'hui pour lui. On sait que l'on avait Marcus Holgard, son coéquipier, dans l'échappée. Alors je ne sais pas trop. On sait également que Dario Cataldo n'est plus dans la course. Désormais. Oh, le maillot jaune en difficulté, Patrick. Et oui, Williams. Stephen Williams est en difficulté, mal placé en tout cas dans ce peloton. Il est attendu hein, par Bernsteiner. Bon, il n'est pas vraiment distancé pour l'instant, mais il est mal, hein, il est mal embarqué. Hein. Allez, encore 1 km d'ascension. Encore, on va dire, 200 km assez difficiles. 200 km 200 mètres. Ça va être long. Hein. Pardon. Oui. Bon, on n'a pas vu, hein. on n'a pas vu de sprinter sauter. Ouais, on n'a pas vu de sprinter sauter. Allez, un petit zoom là. Mais par exemple, là, j'ai pas vu de maillot de Cofidis hein, dans les 20 premiers. Il s'occupe de Peter. Ah, il s'occupe de Brian. De Brian, oui. Mais je les ai pas vus là dans les 20-30 premiers, donc je sais pas s'ils sont plus loin, s'ils sont distancés. Kuhn recule aussi. S'apercevait le champion d'Allemagne, Max Schermann. Dans la roue du maillot blanc, Andreas Krohn. Thibaut Pinot en bas là, le coureur de l'équipe Groupama FDJ. Aramburu qui est là hein, pour l'équipe Movistar. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Voir qu'il va vite au sprint. Hein. Regardez, il va plus y avoir grand monde. Il y a un Cofidis là juste à la fin du premier groupe. Ah, attention, attaque de Marc Hirschi. Oui, Marc Hirschi qui attend pratiquement le sommet pour porter son attaque. Non, il veut changer de vélo au sommet.
Allez, on revient. Voilà, Marc Hirschi, Et on voit que Fuglsang, Fuglsang derrière a réagi. Karty, Vlasov, Geraint Thomas. C'est Pétiole, hein, je crois qu'il est là-bas aussi je pour pense. l'équipe IF. Et c'est c'est Sepkus, ouais. Il me semble qu'il y a Thibaut Pinot également dans la première partie. Pozzo Vivo. Il y a Tom Pitcock aussi qui est là pour l'équipe Ineos. Voilà, c'est un peu plus compliqué là. C'est Vadilati qui est là en dernière position pour l'équipe Groupama. FDJ. Oui, Costa qui saute. Voilà, une cassure effectivement. Là, il y a des coureurs un peu éparpillés. Et le maillot jaune hein, qui se bat là hein, pour rester au contact. Oui, ses équipiers sont derrière lui. Hein. Ils ne sont pas devant lui, ils sont derrière. Il va peut-être avoir l'occasion hein, de pouvoir rentrer. Hein. Il n'est pas trop loin. Hein. Il y a Gino Madère, regardez, qui est dans sa roue. Surtout, il a 3 équipiers avec lui. Allez, et les meilleurs sont là, ici, avec un peu d'avance. Et Cocard me semble être dans le groupe. J'ai eu l'impression aussi là. Dans le premier groupe. Ouais, on voit un Cofidis déjà là, dans les dernières positions. Ah, ce serait remarquable. Regardez, le sommet est en vue. Oui, mais ça redescend pas aussitôt d'ailleurs, c'est amusant. Ah non, pas du tout d'ailleurs. Non, c'est pas amusant du tout pour eux. Ah si, il rentre. Et il est rentré le maillot jaune, il est rentré tout seul. Oui. Oh là là, oui. Regardez à l'arrière. Allez, attention, une attaque devant. C'est qui? C'est Kung qui attaque au sommet. Non, c'est pas Kung. Non, c'est Reichenbach. Sébastien Reichenbach. Et derrière, c'est l'équipe IF hein, qui contrôle. Il doit certainement y avoir Bétiol. Hein. Oui, il était là, il a fait toute la montée dans les premières positions. Alberto Bétiol avec Hugh Carty qui est à nouveau en première position et avec Nelson Paules qui est dans sa roue. Bétiol, il est là, hein, il est en 4e position là. En plus, il a 3 équipiers encore avec lui. Moi, sur cette image-là, on en identifie 3. Ah bah là, c'est clair qu'on roule pour lui. Et vous avez vu Marc Hirschi qui était présent juste dans le sillage de ces maillots roses. Et derrière, Gino Madère n'est pas rentré. Gino Madère en compagnie de Hermann Bernsteiner et d'un groupe là. De quoi? De 7 coureurs à peu près. Avec Georg Zimmermann. Avec Fausto Masnada. Encore 14 km. Il y a une petite quarantaine de coureurs, 35-40 coureurs là dans ce groupe. Mais ça peut rentrer hein, quand même, il n'y a pas beaucoup d'écart. En tout cas, le groupe que je viens de vous décrire n'est pas très loin derrière. Et toujours Reichenbach pour l'instant avec quelques mètres d'avance. Malheureusement pour Reichenbach, il y a du monde hein, pour Alberto Bétiol derrière. Oui, il va essayer de transformer sa victoire fictive par une victoire réelle. Allez, on est en train de rentrer. Hein. Le groupe Gino Madère recolle à l'arrière de ce groupe principal. Avec Diego Ulissi aussi qui est rentré. Attention, Diego Ulissi, hein, c'est un client, Diego Ulissi, pour se disputer la victoire. Là maintenant, on a une petite cinquantaine de coureurs hein, alors, dans ce est-ce que premier c'est groupe. Charman qui vient se replacer, vous l'avez vu en haut de l'image, et le leader de la course qui est bien là. Il a frôlé la correctionnelle, mais il est passé. Oui. Oui, c'est Brian. En bas, c'est Rémi Rochas qui est là pour l'équipe Cofidis. Et Reichenbach qui est en train de tenir tête pour l'instant à ce placé, peloton. Il a placé une bonne attaque au sommet. On c'est un peu trop bien organisé derrière. On l'a senti bien déterminé, mais on sent la poursuite aussi également très bien organisée. Allez, vous apercevez ici le dossard 41 de Michael Matthews. Attention à celui-là tout à l'heure. Lui aussi, candidat à la victoire. Ah oui, Matthews, grosse carte. Hein. Et on n'a qu'un seul coureur de l'équipe Cofidis, hein, c'est Rémi Rochas qui est là. Il n'y a pas Brian Cocard dans ce groupe, il n'y a pas Peter Sagan non plus.
J'ai pas vu Trentin. Hein. Non, ouais, ce que je me demandais aussi du côté de l'équipe UAE, là, j'ai vu Hirschi, bien sûr, on l'a vu. On a vu aussi Ulissi hein, qui est rentré. Reichenbach qui continue d'insister. Il fait un beau numéro. Il fait un beau numéro, ouais. Oui. Donc finalement, si on regarde les coureurs rapides que l'on a identifiés, on a vu Michael Matthews, on a vu Diego Ulissi, on a vu Alberto Bettiol. Aramburu aussi peut-être. Ouais, on a vu Aramburu également de l'équipe Movistar. Je sais, pour Mike Tennyson, j'ai pas l'impression qu'il soit là. D'ailleurs, alors il y a un coureur de l'équipe. Il y a deux jumbo, ouais. Il y a deux jumbo, il y a 7 coups, ça c'est sûr. Ouais. C'est sûr, ouais. L'équipe Bora là qui vient se repasser aussi à l'avant avec Vlasov, avec Charman. L'équipe Bora qui va jouer sur la pointe de vitesse de Max Charman. Et toujours Sébastien Reichenbach. Avec quelques mètres d'avance hein, seulement. Une petite centaine de mètres. Et l'on est en train de revenir vers le lac des 4 cantons, au bord duquel sera jugée la ligne d'arrivée. Il se retourne, il peut, Sébastien Reichenbach, évaluer la distance par rapport à ses poursuivants dans cette portion descendante. C'est quand même pas ce qu'il a d'avantage dans cette portion descendante. Surtout sur une grande route comme ça. Et derrière on se relaie. Son écart est toujours le même, hein, 6 secondes à peu près. Par rapport à ses poursuivants, c'est évidemment extrêmement mince. Alors, on voit mal comment le Valaisan évidemment pourrait tenir tête dans un match à 1 contre 3 coureurs de l'équipe IF. Enfin les 3 ne passent pas bien sûr puisque bah si les 3 passent peut-être puisque Bettiol il est un petit peu plus loin. Bettiol qui rappelons a terminé 2e lors de la 2e étape de ce Tour de Suisse. Rappelez-vous, il avait levé les bras pensant avoir gagné. Reichenbach est repris maintenant par le peloton. Alors c'est marrant parce qu'au niveau des images, on n'a jamais vu les 70 coureurs qui ont été lâchés. Ouais. Oui, c'était ça qui était vraiment intéressant de voir, d'essayer d'identifier qui était en difficulté ou pas. Avec Thibaut Pinot là en dernière position de ce groupe. Donc ça va mieux, hein. Je vous rassure, Thibaut va mieux. Oui, Thibaut, je pense quand même qu'au cours des étapes de vendredi et samedi, oui, on va le retrouver. On devrait le retrouver puisque ce seront les étapes les plus montagneuses de ce Tour de Suisse. Et je pense pas que ça reviendra de l'arrière maintenant. Difficilement. Oui, parce que même si l'on a repris Sébastien Reichenbach, le coéquipier de Thibaut, eh bien, on voit quand même que l'équipe IF continue sur un rythme. Bon, là, on est toujours dans la descente, évidemment, mais sur un rythme quand même très rapide. Les voici, les équipiers d'Alberto Bettiol, avec Rigoberto Urán, avec Nelson Powles et Alberto Bettiol, donc qui est en 3e position. L'équipe d'Israël et qui est là également avec Fuglsang, avec Hugo Hull qui va peut-être faire le sprint. Ouais, et on a vu Matthews déjà placé, Aramburu qui était déjà dans la roue de Michael Matthews. Matthews qui j'ai l'impression est un peu esselé, hein. Je ne sais pas s'il n'est pas tout seul de son équipe.
On le voit ici, 2h41, hein, Michael Matthews. Voilà, on a Mathieu Burgodeau aussi qui est là pour l'équipe Total Energy. Là, regarde, il est dans la roue d'Aramburu, là sur la gauche, le 202. On a Søren Kragh Andersen aussi là pour l'équipe DSN. Il va vite, Søren Kragh Andersen aussi. Il peut aller vite si dans un petit groupe aussi comme ça. Et le maillot jaune aussi qui va vite. Il a gagné la première étape quand même. Oui, il ne faut pas l'écarter. Hein, il ne faut pas l'écarter. Hein. Ouais, mais Evenpool. c'est en ligne droite l'arrivée. Là. Ouais, c'est pas là. Je vois la référence. Donc il ne peut pas passer la corde. Remco Evenepoel qui est à l'arrière de ce groupe. Bon, moi je l'avais mis favori, mais je pensais qu'il allait se passer quelque chose dans la côte. Hein. C'est pas avec cette arrivée au sprint évidemment qu'il va pouvoir tirer son épingle du jeu. Donc on oublie. Non, moi je dis rien, a priori celui que j'ai cité, je crois qu'il n'est pas dans le groupe. Alors, bah moi non plus alors. La traversée de Schwitz. On écrase l'affaire. Hein. On l'étouffe. Regardez comme c'est joli. Schwitz qui a donné son nom à ce canton. Toujours c'est On a combien là? Moins de 50 coureurs, hein, je pense. Ouais, tout à l'heure, avant que ça rentre, je crois que j'en ai compté une petite quarantaine, 30, 37, 38. Donc ouais, il doit y avoir 45 coureurs peut-être dans ce groupe là. Alors qui est-ce qui va vite chez Israël? On les voit tous passer à côté de Fuglsang. Et les sprinters, bah, Daryl Impey, il est là, il va vite. Oui. Patrick Bevin aussi, ça peut aller vite. Hein. Oui. Parce que donc, je les vois quand même ouais, bien. On va essayer de les identifier. Alors d'accord, ils ont besoin des points, on l'évoquait tout à l'heure. Alors on a identifié Hugo Hull et Jakob Fuglsang. Ouais. J'ai pas identifié le troisième. Mais c'est vrai que Hugo Hull n'est pas réputé pour ses qualités de sprinter. Bah c'est Daryl Impey qui est là en 4e position pour l'équipe Israël. Donc un autre coureur hein, qui va vite au sprint. Daryl Impey qui d'ailleurs a choisi sa roue, hein, la roue d'Alberto Bettiol, alors que Michael Matthews est un petit peu plus loin pour l'instant. Bah, il n'a pas besoin d'être plus Bien près. sûr, on est encore à plus de 4 km. Oui, et puis il y a une équipe qui a décidé de prendre la barre et d'emmener jusqu'au bout. Bettiol risque de se retrouver peut-être un petit peu seul aux 300 mètres ou aux 350 mètres, peut-être avant d'ailleurs. Ouais, c'est ça, le 115 là, Daryl Impey. Geraint Thomas dans sa roue. Un petit nomadaire. On a Tom Pidcock aussi, Bien ça sûr. peut aller vite au sprint. Ça va, quatrième hier hein, dans le sprint remporté par Sagan. Ça va assez vite aussi. Et vous avez vu passer Andreas Leknesund, vainqueur en solitaire de la deuxième étape et qui porte ce maillot distinctif, ce maillot noir. Alors qu'est-ce qu'il dit là, Remco Evenepoel, en s'adressant à Fausto Masnada, tranquille. Oui, c'est ça, je pense. Tranquille. Pas prendre de cassure aujourd'hui. Peut-être faire le petit effort un peu au dernier moment juste pour venir se replacer peut-être dans les 20 premiers, histoire d'assurer le coup. Pozzovivo En qui est tout cas, également là. On voit bien qu'il y a des coureurs, et notamment Evenepoel, hein, même Thibaut Pinot, qui n'ont pas envie de prendre de risques, qui Oui, restent plutôt à l'arrière. il faut passer le panneau des 3 km là. Aussi, oui. Rappelez-vous, hier, c'était à 4 km 2 la chute. Allez, il a retrouvé un équipier supplémentaire, Alberto Bettiol, là. Oui, il était là, hein, mais il était simplement en retrait. Bon, on a Rigoberto Urán qui fait un gros boulot. Non, c'est Hugh Carty là qui est en train de rouler. Il me semble, hein. Enfin, Hugh Carty est là en tout cas. Ça, c'est sûr. Vous avez Higuita qui va assez vite aussi. Ouais, c'est ça. C'est Hugh Carty qui roule devant. Urán, il doit être en deuxième position, je pense.
Nelson Powell qui va être et apparemment lancer Bettiol. Apparemment, le groupe de Brian Cocard se trouve pas très loin derrière parce qu'on a fait arrêter les voitures, on fait barrage parce que tout simplement le groupe dans lequel le sprinter de l'équipe Cofidis figure tente de rallier la tête de course et ce groupe principal avant de pouvoir peut-être disputer le sprint. Ça risque d'être difficile. Ouais, il reste 2 km, il faut vraiment qu'il se dépêche. Il n'y a pas de temps à perdre là. Mais ça relance bien là. Ça va être dur quand même de... Et Matthews a un équipier qui est en train de le placer là, de l'abriter du vent. C'est le 43, c'est Damien Hawson qui est là. Non, on nous signale que le deuxième groupe est maintenant en train de rejoindre le premier groupe. Ça y est, regardez là-bas au fond. 1 km 500. 1 km 500. Il y a le Oh là feu. là là là. Est-ce que Brian Cocard remonter a les moyens de remonter, de se placer, de disputer le sprint? Ça paraît complètement fou, mais évidemment, il va tenter de le faire. Ça nous promet un dernier kilomètre assez ébouriffant. Et évidemment, il est là sur la droite, Brian Cocard là. Sur la droite de l'écran, là, le long du trottoir, il essaie de remonter. il va prendre beaucoup de risques, très certainement. Attention à ces voitures. Et on a toujours la formation IF qui pour l'instant se maintient, mais qui va peut-être être débordée maintenant dans le dernier kilomètre. Parce que Hugh Carty a fait un énorme travail. Voilà, la flamme rouge a été franchie. Oh là là, attention, ce virage à droite là, très serré, qui se referme. Oui, mais c'est le dernier virage. Puisqu'ensuite, c'est tout droit jusqu'à l'arrivée de cette étape. Allez, toujours l'équipe IF là, qui est en train d'emmener. C'est Paulès qui est en train d'emmener là, devant Bettiol déjà. En troisième position, c'est Geraint Thomas, devant Pidcock, Aramburu. C'est trop loin maintenant. Je pense. Et on a Matthews. Oui, mais malheureusement, effectivement, il est où Brian Cocard? On ne le voit pas sur cette image. On ne le voit pas dans les premières positions, il est plus loin. Et le Thomas sprint va être lancé. Geraint Thomas qui lance Pidcock. Attention, Pidcock, Bettiol est devant. Aramburu qui va essayer de passer devant les balustrades, ça ne passe pas. Regardez, c'est Daryl Impey là sur la gauche. Daryl Impey. Avec Matthews dans sa roue. Avec Matthews peut-être. Matthews qui va essayer de passer. Daryl Impey qui s'impose finalement. Daryl Impey qui s'impose devant Michael Matthews. Et en troisième position, eh bien il s'agit de... Il s'agit de qui? Il s'agit de Kragh Andersen. Søren Kragh Andersen bien sûr de l'équipe DSM. Vous l'aviez dit, il fallait s'attendre à un bon sprint de Kragh Andersen aujourd'hui. Oui, Aramburu, il était bien dans la boîte. Il s'est fait enfermer. Il s'est fait enfermer. Si ça s'ouvre... Il a voulu passer du mauvais côté. Geraint Thomas s'est écarté sur la droite. Malheureusement, Aramburu s'est retrouvé un peu coincé. Bettiol qui a été obligé de lancer de loin. On a vu un Paulès qui a fait son effort, qui a été obligé de faire son effort très tôt. Il a dû lancer de loin. Et là, on nous montre... Non, on se trompe. C'est clairement Daryl Impey qui a gagné. Voilà, Daryl Impey, effectivement, qui a réussi à remporter cette étape ici avec le dossard 115. Et bien voilà un coureur que l'on connaît bien, le Sud-Africain Daryl Impey, qui a eu l'occasion de briller dans le passé. Notamment, rappelez-vous, ça commence à dater, mais il avait remporté une très belle étape à Brioude. C'était en 2019 sur les routes du Tour de France. Daryl Impey qui avait également eu l'occasion de prendre le maillot jaune. C'était lors du départ en Corse. Et vous voyez Brian Cocard ici à l'image. Vous allez pouvoir l'entendre dans un instant, Brian Cocard, évidemment, grâce à notre équipe sur place, avec Charles-Antoine Nora et avec Tanguy Kerouas. On est content évidemment dans le camp d'Israël. On faisait un point sur les points tout à l'heure en disant que la situation, il faudrait un miracle. On va pas dire que la victoire de Daryl Impey est un miracle, mais en tout cas il prend des points. Des points assez précieux évidemment à l'issue de cette 60 points pris à l'issue de cette victoire d'étape. Allez, on écoute Brian Cocard qui a tout tenté pour revenir, mais c'était trop tard. C'était compliqué. Après, on a fait un super travail d'équipe. On a tenté cette stratégie aujourd'hui de basculer avec le moins de temps possible et de garder le plus de coureurs avec moi, sauf Rémi qui est encore classé au général. Et on est rentré à 1,5 km, c'était un peu trop short. J'ai réussi à me placer, mais j'ai réussi à me replacer comme je pouvais, mais j'étais encore trop loin au dernier virage. Et voilà, mais bon, on a tenté, on n'a pas de regrets. Là-bas, c'était à peine trop dur. On voit qu'il y a quand même Sagan qui est passé, Matthews qui est revenu assez tôt. Vous étiez à peine plus loin. On n'a pas vu sur les images exactement où vous étiez au passage du GPM. Ouais, j'étais pas très loin. Après, je me suis mis un petit peu dans le rouge au pied.
Et après, j'ai eu du mal à accélérer sur le haut, mais ouais, j'étais avec Trentin et il avait des coureurs à l'avant, donc ils ont décidé de pas trop collaborer. Voilà. Merci Brian, bonne récup. Forcément un peu déçu, toujours des mots sympathiques en fin d'étape pour ce débriefing. Également la victoire de Daryl Impey, 4e étape du Tour de Suisse. On ouvre, ça va frotter. Et dans quelques instants, restez avec nous. On entendra bien sûr encore les acteurs sur place. À tout de suite. En 2013, il avait marqué l'histoire du cyclisme en devenant le premier Africain à porter le maillot jaune sur le Tour de France pendant 2 jours. Aujourd'hui, il vient de s'adjuger la 4e étape du Tour de Suisse. Daryl Impey peut être heureux, peut être ravi. C'est un beau sprint qu'on a vécu encore aujourd'hui avec des coureurs qui ont voulu revenir, parvenir, qui n'ont pas pu revenir parfois dans le final. Pas de changement en tout cas au niveau du maillot jaune, de leader toujours sur les épaules de Steven Williams depuis le premier jour. On va revoir peut-être le sprint ensemble déjà avec Daryl Impey. On va bien sûr écouter le vainqueur tout à l'heure également. On a entendu déjà Brian Cocard tout à l'heure aussi. Christophe, est-ce que ça se joue déjà à ce moment-là, la victoire de Daryl Impey? Toujours, oui. Le placement est bien sûr prépondérant, surtout à l'amorce de la flamme rouge. Là, c'est encore Rigoberto Urán pour l'équipe IF qui est en train de travailler. C'est cette équipe qui a fait tout le final. Personne n'est venu les aider. Et c'est peut-être ça qui va manquer aussi. C'est même sûrement ça qui va manquer à Alberto Bettiol sur le final. On va le voir, mais il a dû lancer son sprint d'un petit peu loin. Voilà, là, il y a encore Rigoberto Urán. Ils virent tous les trois en première position. Et Urán va s'écarter. C'est là où Nelson Paoles va prendre le relais. Mais à ce moment-là, il reste encore 700-800 mètres. Et on va voir que c'est un petit peu loin pour Nelson Paoles. C'est lui là, qui est en train d'emmener très fort. Il a fait une très grosse relance qui a fait mal à tout le monde. On voit que derrière, tout le monde est bien au sprint, bien occupé. On a Geraint Thomas en 3e position, Tom Pidcock en 4e et Aaron Bourou en 5e position. Et le vainqueur de l'étape, il est assez loin. Ah non, il est là, en 6e position, là, Daryl Impey. Voilà, Nelson Paoles qui continue de produire son effort. Et Alberto Bettiol qui, à peu près à 250 mètres, va lancer son sprint. Derrière, on a Geraint Thomas qui faisait le travail pour Tom Pidcock. Et Aaron Bourou, regardez ça. Est-ce qu'il se retrouve un peu enfermé, Pidcock? Non, regardez, il se rassoit même pendant le sprint. Non, il est à fond, Pidcock. Et Daryl Impey qui vient passer Alberto Bettiol. Michael Mathieu n'était pas loin quand même. Il était en train de remonter. Voilà, Bettiol qui était très fort sur la 2e étape où il a cru qu'il avait gagné. Là, il était aujourd'hui un peu moins fort et surtout, il a dû lancer son sprint d'un peu tôt. C'est ça qui lui fait défaut sur le final. Et voilà, on a eu quand même un beau sprint. Et surtout, il y a eu, c'est à noter quand même, il y a eu quand même une grosse sélection sur le final. Et c'est aussi ça qui, même si Brian Cocard a pu revenir finalement à 1,5 km, on a vu la route qui était assez étroite et surtout, ça roulait très vite. Il n'a pas pu remonter, il n'a pas eu assez de temps pour venir se replacer et pouvoir participer au sprint. On va regarder le top 10 ensemble avec vous, Patrick, mais ça explique aussi peut-être qu'on retrouve justement que des coureurs costauds, pas des sprinteurs purs, rapides, justement, aux premières places. Impey, Matthews, Craig Anderson, Bettiol, Pidcock. Oui, effectivement. Là, vous avez le classement général qui s'affiche. Classement général qui ne subit pas beaucoup de modifications, quelques petits changements, mais sans importance. Williams reste leader devant le meilleur jeune, Andreas Kron. Geraint Thomas gagne une place par le jeu de l'addition des places, justement, à égalité de temps avec le vainqueur de l'étape, la 2e étape à Esch, Andreas Leknesund. Stefan Kung, toujours 5e. Mark Hirschi qui passe devant Sepp Kuss et qui prend la 6e place. Voilà donc pour les principaux changement dans le top 10. À noter que Remco Evenepoel est désormais à la 12e place, 2 places derrière Adam Yates, 2 des principaux favoris de ce Tour de Suisse. 10 secondes toujours de retard pour tous ces coureurs. Donc franchement, pour l'instant, par rapport à hier, ça n'a pas beaucoup évolué. On va écouter le vainqueur de l'étape du jour, Daryl Impey, coureur qui est né en 84, qui a donc, messieurs... Il va sur ses 38 ans. Ah, vous êtes parfait, Pierre. Voilà pourquoi on avait besoin de Pierre en plateau. Allez, Daryl Impey, en interview.
Harry Limpy, you are already 37 years old, but today your legs Ouais, vous seem to be avez younger. 37 ans, mais vos jambes ont bien répondu aujourd'hui. Oui, c'était un sacré jour aujourd'hui. C'est toujours un défi d'être contre ces jeunes coureurs. Enfin, ça me sourit. J'ai eu un très bon support de mon équipe aujourd'hui. Ça me sort un peu d'une période difficile, donc c'est vraiment satisfaisant pour moi. Je me suis bien senti durant toute la montée finale. J'étais bien calé derrière les IF. Et ensuite, ils ont travaillé. Moi, je n'ai fait que suivre leur train. Après, c'était un petit peu faire des zigzags et bien suivre la roue. Mais voilà, dans les derniers mètres, j'ai vu une flèche bleue, Matthews, qui arrivait derrière moi. J'ai eu un petit peu peur, j'avoue. Ouais, Michael Matthews a aussi beaucoup d'expérience. C'est une belle façon de continuer ma carrière au plus haut niveau. Oui, ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas gagné Daryl Impey. Il avait terminé 2e de la Drôme Classic, notamment l'année dernière. Champion d'Afrique du Sud du contre-la-montre l'année dernière, c'était son dernier succès. Pas en ligne du coup, mais en chrono. À noter que c'est sa 30e victoire aujourd'hui, 30e victoire de sa carrière. J'étais en train de regarder s'il avait déjà gagné en Suisse. Eh bien non, il a gagné, j'allais dire, pratiquement sur tous les continents. La Suisse n'est quand même pas un continent, mais il n'avait jamais gagné de ce côté-ci des Alpes. Il a été marquant, Pierre, notamment Daryl Impey. On le connaît bien sur le Tour de France. On se souvient qu'il a porté le maillot jaune. On l'a dit, premier Africain à l'avoir porté. D'abord, on va écouter Alberto Bettiol en direct. Il faut mettre la sonnette pour m'interrompre. Allez-y. Yeah, tell us about the finish. Alberto, dites-nous un peu plus sur ce finish. Vous avez beaucoup travaillé, peut-être un peu plus, peut-être un peu trop, pardon. Finally, you are not with the victory, but parce que finalement vous ne ressortez pas avec la victoire. The last appeal. No, I did what I could. On a fait tout ce qu'on a pu. It was a hard sprint. C'était un sprint difficile. Because the team did Je suis un petit peu déçu de moi-même parce que l'équipe a travaillé totalement pour moi. On a tout essayé pour gagner cette course. Je suis très fier d'eux, de mes coéquipiers. Dans les prochaines étapes, j'espère leur rendre ce travail pour les grimpeurs. Tout le travail qu'ils ont fait depuis 2 jours. Notre erreur peut-être c'était d'être un peu trop lent dans les 300 derniers mètres, ce qui a permis aux autres de remonter. C'est comme ça parce qu'il y a 2 jours j'étais le plus rapide, donc j'avais Nelson Poles et Oran avec moi. Il manquait peut-être un peu Stéphane Bissegger aujourd'hui. Mais on va se battre pour aller chercher des victoires cette semaine et puis je vais essayer de supporter au mieux les grimpeurs. J'ai vu l'étape de demain, ça pourrait aussi me convenir, mais c'est quand même dur. Aujourd'hui, le maillot jaune est un petit peu en difficulté dans la dernière montée. Donc peut-être qu'il y en a certains qui voudront gagner du temps sur lui demain. Nous on a joué nos cartes, on a essayé de jouer de la meilleure des façons, mais ça n'a pas forcément fonctionné aujourd'hui. Merci à Tanguy Kérouas, Charles-Antoine Nora de courir partout pour aller récupérer les interviews des coureurs. Merci à Théo Barbet-Duquil également pour la traduction. On retient quoi des propos de Bettiol? Je reviens vers vous, Pierre, juste après pour le parcours de Daryl Impey. Cyril? Pardon? On retient quoi des propos d'Alberto Bettiol aujourd'hui? C'est pas parce qu'il a été le plus vite il y a 2 jours qu'il l'est aujourd'hui. Et il a évoqué le fait que Bissegger ne soit pas là, mais si Bissegger avait été là, tous les sprinters l'auraient été aussi. Donc il est à sa place, tout simplement. Mais tout simplement, voulait-il dire qu'il n'y avait pas assez de monde pour être aussi ambitieux qu'ils l'ont été, non? Parce qu'à vouloir rouler comme ils l'ont fait aussi loin de l'arrivée,
Oui, il manquait Bisseguer. Mais si Bisseguer est là, les Coquard est là... Est-ce qu'ils sont obligés de prendre le manche comme ils l'ont fait aussitôt? Absolument pas. Bon, voilà, c'est ça. C'est là surtout l'erreur qu'il a commise. Avec des grimpeurs, des coureurs qu'on attend plutôt pour la fin de semaine. Qui leur manqueront peut-être d'ailleurs, parce qu'ils se seront bien déplumés au fil de ces premières étapes. Oui, voilà pour ce qu'on pouvait dire de IF, donc. Mais le vainqueur aujourd'hui s'appelle Daryl Impey pour l'équipe Israël. Alors, Daryl Impey, est-ce qu'on peut rappeler peut-être, Pierre, justement, je parlais un peu du Tour, on a parlé de 2013, 2019 également, une victoire d'étape sur le Tour de France toujours. C'est un coureur marquant sur son époque. Vous le situez où, vous ? D'abord, c'est un coureur qui est aujourd'hui dans son élément, parce que ce genre d'étape, il en a déjà remporté par le passé, par exemple sur le Tour du Pays Basque. C'est parfait pour lui. La petite bosse avant, ni trop dur, ni pas assez, écrémage, et il a une véritable pointe de vitesse. C'est un coureur qui a été plusieurs fois dans sa vie à la croisée des chemins. On l'oublie un petit peu, mais il a été formé pendant une saison en France. Et oui, c'était au Vélo Club La Pomme Marseille en 2005. Il habitait dans un appartement à Aubagne, assez vieillissant, avec un canapé en cuir marron élimé. Il habitait dans quelque chose qui était un peu... Bon, voilà, qui l'a pas mal déprimé. Il faut dire que, par ailleurs, il aimait boire du lait et on lui disait qu'il fallait pas en boire. Enfin, voilà. Écrémé ou demi-écrémé? Alors, écrémage comme la bosse d'aujourd'hui. Mais à l'époque, évidemment, il y avait le choc des cultures. Lui, il vient d'Afrique du Sud, d'un père VTTiste. Lui-même a commencé par le VTT. C'est pas du tout le même monde. Mal du pays, écœuré, il a failli arrêter le vélo. Il s'était confié à l'époque à son grand frère dans le vélo qui s'appelait Rob Hunter. Rob Hunter, lui, c'est le premier vainqueur sud-africain d'étape sur le Tour de France. Et Impey est revenu dans son pays, dans son équipe de départ qui par la suite est devenue Dimension Data, MTN, etc. À l'époque, elle s'appelait Microsoft. Il gagnait beaucoup d'argent en Afrique du Sud quand il est rentré de France. Et il a hésité à revenir en Europe. Il se disait peut-être que je peux rester en Afrique du Sud, faire ma carrière, continuer à habiter à Johannesburg. Et puis... il a bien fait, il est revenu en Europe et on voit la carrière qu'il a menée depuis. Il est arrivé chez Barlow World en 2008-2009. Alors j'ai retrouvé quelque chose sur ma fiche, le Tour de Turquie 2009, où il y a eu Théo Boss qui l'avait balancé dans les barrières. On est en train de me dire qu'on a Michael Matthews en interview. On va aller l'écouter puis on va revenir sur cette anecdote sur Daryl Impey. Yes, Michael, just after the shower, lots of heat again today. Vous êtes là après votre douche, beaucoup de chaleur aujourd'hui. C'était un jour compliqué, malheureusement pas de victoire pour vous. Moi, je suis vraiment très déçu de moi encore aujourd'hui. Dans le dernier virage, il y a quelques gars qui m'ont passé et pour remonter, ça a été compliqué. J'ai dû faire un gros effort pour revenir. J'ai dû déclencher mon sprint vraiment le plus tardivement possible. C'était un petit peu trop tard pour me battre pour la victoire. Bon, j'avais une belle vitesse quand même, j'avais vraiment de bonnes jambes, donc je suis vraiment un peu déçu. Yeah, massively. I fought really hard to get over the climb. Ouais, je me suis vraiment battu pour rester en haut de la bosse avec les meilleurs. C'est vraiment ce virage final qui me coûte un petit peu la victoire aujourd'hui. Mathieu qui a gagné une étape du Tour de Catalogne, qui n'a pas gagné d'autre chose sur cette saison. On comprend sa déception, Christophe. Il y avait vraiment possibilité de passer pour Mathieu aujourd'hui ? Honnêtement, je pense, quand on revoit le sprint, en fait, il se fait un peu surprendre par le démarrage de Daryl Impey qui arrive de derrière lancé. J'ai l'impression qu'il attend un petit peu le moment de sortir et en fait, il se retrouve obligé de sortir parce qu'il voit que Daryl Impey part. Donc, il a un petit temps de retard. Je pense que s'il lance peut-être en même temps que Daryl Impey ou un tout petit peu avant, je pense qu'il a les capacités d'aller le battre. On le voit sur le final, il revient. Donc, il a ce delta de vitesse à combler déjà par rapport à Impey qui le surprend. Et en plus, il arrive quand même à remonter et presque à venir le sauter. Donc, aujourd'hui, il était le plus rapide, mais voilà, il y a cette stratégie du sprint dans le final. Il a manqué peut-être un tout petit peu de lucidité, ou il a trop attendu en tout cas pour lancer son sprint. On a le même sprint qu'hier avec Peter Sagan et Christophe. Et Coquard. Oui. Christophe Coquard lui revient de derrière, mais sur Christophe, il sort et Christophe est surpris de voir... Mais effectivement, il y a un delta de vitesse au moment où les deux coureurs se croisent, que pour revenir, c'est très très difficile. Christophe n'a pas pu le faire. Et Matthews n'était pas loin de le faire quand même, puisque d'une position arrêtée, il arrive pratiquement à revenir à moins d'un quart de roue.
Je reviens sur mon anecdote donc d'Harry Limpé, qui n'est pas finalement une anecdote tant que ça, parce que ça explique peut-être aussi justement ce retour. Il avait donc ce Tour de Turquie, il a été balancé contre les barrières, fracture de la 3e lombaire, ça avait vraiment été assez marquant pour lui. Et il avait eu cette déclaration assez importante, puisque l'année d'après, il avait été embauché chez Radio Shack, l'équipe d'Armstrong à l'époque, et il avait dit peut-être que je suis devenu célèbre avec cet incident finalement, et que j'ai été repéré aussi avec ça, et qu'après j'ai pu continuer ma carrière, en tout cas des petits moments comme ça de cette carrière. Vous vous souvenez de cet incident? Ah bien sûr, parce que ça avait provoqué un scandale. Ah ouais. Théo Boss l'avait littéralement balancé à l'époque à la faveur d'un sprint. C'était très grave, hein. C'était ce qu'aujourd'hui... il a pris une grosse sanction. Hein. Ah bah oui, mise en danger de la vie si grosse d'autrui, que ça. Il avait été suspendu un mois. Ah seulement? Un mois de suspension. Depuis Jacobsen, Groenewegen en Pologne, on a alourdi un peu les sanctions. Hein. Mais c'est vrai que, pour d'ailleurs faire l'analogie avec ce sprint plus récent, fracassant, qui a mis Jacobsen hors jeu pendant un bon moment, enfin hors jeu, parce qu'il était blessé, c'était de la même violence. C'était incroyable la façon dont Théo Boss, qui rappelons-le était un pistard, multiple champion du monde de Keirin notamment, il s'en était débarrassé, mais comme à la grande époque, quoi. On reviendra certainement demain sur ces histoires. On a beaucoup de choses à vous raconter sur Harry Limpé. Regardez cette image. Ce sont les petits supporters de Peter Sagan, Tanguy, c'est ça? Bah oui, regardez, on en parlait en avant-course de Peter Sagan, qui est une des grandes stars du peloton. Il n'a pas gagné aujourd'hui, mais c'est vraiment lui devant le bus Total Energy. C'est le seul qui a des supporters. Bon, il n'y a pas encore le bon maillot, mais il y a le liseré champion du monde. On est clairement sur c'est le seul qui a des supporters ici au bus, alors qu'aujourd'hui, il a fait une course anonyme, si on peut se permettre. Alors là, je crois qu'on capte bien tout ça avec les petits cœurs, etc. Tanguy, tant qu'on est avec vous, justement, on sent un engouement du côté du Tour de Suisse. Il y a beaucoup de gens qui le suivent. Vous sentez comment les supporters, le public autour du Tour de Suisse? Ah bah c'est un engouement très suisse, assez calme, voilà. On va dire, même si dimanche c'était très impressionnant, hein, parce que dimanche à côté de Zurich, au-dessus du lac, il y a beaucoup de gens qui sont venus faire du vélo, mais c'est une ambiance qui effectivement est très bonne enfant, et on voit que dans l'école on se rapproche de la montagne, on est dans les Présalpes, il va y avoir de plus en plus de supporters à venir regarder le Tour de Suisse. Vous allez vous régaler, déjà on se régale aussi avec vos images et les arrière-plans souvent que Charles-Antoine Nora vous trouve. On vous retrouvera un petit peu plus tard pour tous les deux. Patrick, on va se reconcentrer à nouveau sur le top 10 de l'étape. On va le regarder parce qu'il y a un Français dans ce top 10. On va le regarder parce qu'on ne l'a pas vu. C'est déjà une bonne raison. Alors montrez-nous ça un petit peu. Harry Limpé s'est imposé devant Matthews et Kragh Andersen, ça on l'a déjà dit. Et effectivement, il y a un Français qui est là dans le top 10, c'est Mathieu Burgodeau qui est allé chercher la 9e place, coéquipier, rappelons-le, de Peter Sagan dont on parlait il y a un instant. Mathieu Burgodeau qui fait un très bon Tour de Suisse. À noter quand même que Gianluca Brambilla, il faudra quand même expliquer pourquoi il a roulé tout à l'heure au sommet de la bosse, parce que alors lui, il avait personne à emmener. En fait. On a dit il se sacrifie pour quelqu'un, et puis j'ai regardé la liste des engagés, je me suis dit qui, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de sprinter, et il va faire le sprint à l'arrivée. Là, il faudra quand même qu'il nous explique un petit peu pourquoi, comment il a voulu imaginer cette fin d'étape. Mais bon, moi j'ai pas compris, je sais pas si Cyril, vous avez une explication. Il n'y avait pas des points UCI au sommet? Peut-être qu'il a cru que l'arrivée était un peu plus près, j'en sais rien. On va écouter Mathieu Burgodeau, en tout cas, qui s'est placé dans le top 10 aujourd'hui, toujours au micro de Tanguy Kerouas et Charles-Antoine Nora, qui sont décidément partout. Mathieu, vous allez chercher une place dans le d'honneur. Aujourd'hui, racontez-nous ce sprint de l'intérieur. Peter était pas bien placé aujourd'hui, ça pouvait pas le faire. Ouais, en fait, Peter a déjà fait une super journée hier. Toute l'équipe d'ailleurs. Polo a super bien roulé toute la journée. Les gars ont fait un gros boulot, moi un peu moins parce que j'étais fatigué de l'échappée de la veille. Mais hier j'ai bien récupéré. Aujourd'hui j'avais des bonnes jambes et voilà, j'ai bien géré le final. Mais je me fais un peu chahuter avant la flamme rouge et je vire beaucoup trop loin pour faire un sprint correct. C'est dommage parce que il y avait moyen de faire beaucoup mieux, quoi. Il y avait pas mal de coureurs d'expérience devant, on voit avec Bettiol, avec Matthews, avec Harry Limpé. Ils vont prendre l'expérience sur des sprints comme ça, j'imagine. Bah ouais, voilà, c'est ça, ils ont l'expérience, ils ont leurs repères. Moi, c'est aussi l'une des premières fois où j'arrive comme ça. Puis ils avaient tous un ou deux équipiers. J'ai essayé de me mettre dans les trains, mais je me faisais un peu chahuter, mais il y avait quand même moyen de faire beaucoup mieux. Voilà, mais ça me servira pour la suite et
En tout cas, je suis content des jambes, ça revient bien. Merci Mathieu, bonne récup. Sympa d'entendre autant de protagonistes sur cette étape. Cinquième top 10. Ouais. Cinquième top 10 cette saison pour Mathieu qui a gagné à Aubagne sur Paris-Nice au mois de mars dernier. Oui, tout à fait. Alors, on parle de la Total Energy qui s'est imposée hier avec Peter Sagan. Parlons quand même d'Israël, parce que vous en avez parlé pendant le direct. Israël, première tech, cette lutte pour les points, etc. C'est une bonne opération, évidemment, pour cette formation aujourd'hui, dans le maintien, la lutte, en tout cas pour le maintien en World Tour. Ah oui, le maintien, la relégation, la montée-descente, ça va vraiment être une clé de lecture des prochaines semaines. Ça l'est déjà. Les équipes deviennent de plus en plus fébriles, nerveuses. Israël, il faut quand même reconnaître quelque chose, ça passe aujourd'hui pour la maison de retraite du peloton. Il y a des coureurs, évidemment, qui ont été de grands noms, qui aujourd'hui sont plutôt en quête d'autre chose, mais la plupart sont vieillissants, ont perdu, que ça soit une pointe de vitesse, une explosivité. Et ils ont beaucoup de mal à se mettre dans le bain des points. Education First, aujourd'hui, enfin Easy Post, on les a vus toujours dans cette idée d'aller grappiller un maximum de points. Oui, c'est une bonne opération pour l'équipe israélienne. Oui, en tout cas, on voit qu'effectivement, on disait tout à l'heure, c'était pas ironique qu'il fallait un petit miracle pour que cette équipe Israël sauve sa peau. Si on regarde par rapport au cut, qui est la 18e équipe, puisqu'il y a 18 équipes dans le World Tour, ils en sont loin. On a vu tout à l'heure sur l'un des tableaux qui nous était proposé qu'ils étaient à peu près à 1000 points de la 18e place. Aujourd'hui, combien ils ont marqué de points? Daryl Impey en met 60. 60, vous voyez? Et où ils vont combler ce différentiel? Parce que sur des classements généraux, ça va être compliqué. Chris Froome est quand même plutôt assez loin de l'objectif. Mike Woods est toujours capable de surprendre, mais il est toujours sur un deuxième rideau. Leur manque des leaders. Puis c'est une équipe compliquée. Première Tech est venue avec Jakob Fuglsang, c'est eux qui ont imposé dans l'effectif. Toujours est-il qu'on a du mal à voir des lignes se dessiner. Et puis il n'y a pas de dynamique aujourd'hui. C'est surtout une équipe qui est en panne. On sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être que finalement la descente leur fera du bien. Toutes les équipes sont obligées contractuellement de dire qu'elles visent le World Tour. Mais vous savez, il y en a qui secrètement seraient bien contentes de changer de division pour se refaire peut-être une nouvelle jeunesse. Pour remettre les niveaux à zéro et peut-être repartir. On va regarder le profil de l'étape de demain parce qu'on quitte peut-être les étapes les plus faciles du Tour de Suisse. Allez Patrick. Demain, attention. J'attendais un jingle, mais il n'est pas venu, c'est pas grave. Demain, direction Novazzano. Alors, avec une étape qui va partir d'Ambry. Et vous allez voir, c'est une course qui va être très intéressante en circuit dans sa deuxième partie. Alors, je ne parle pas de la première difficulté de cette journée qui interviendra. Certes, c'est une côte de deuxième catégorie, mais c'est le Monte Ceneri. Mais c'est surtout les ascensions à répétition de Pedrinate. Pedrinate, je le prononce un peu à l'italienne, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est parce que c'est plus joli. 2 km 400 avec une pente à 8,2%. C'est pas très long, mais il va falloir monter ça 3 fois de suite sur une boucle donc qui n'est pas très, très importante avant de disputer l'arrivée. Et on sait que, rappelez-vous, sur la première journée, un circuit un peu comparable, avait fait quand même une belle décision. Donc on verra ce qu'il en est. Si j'ai parlé à l'italienne, c'est parce qu'on sera dans le Tessin et que dans le Tessin, on parle en italien, évidemment, du côté de Novazzano, où sera jugée l'arrivée de cette 5e étape. Alors, on connaît le top 10, pas de changement aujourd'hui. On va s'attarder aussi sur les coureurs placés au général, ou plutôt ceux qu'on attendait, pour voir où ils en sont, justement. Aujourd'hui, vous êtes peut-être perdus avec ces 4 premières étapes qu'on a déjà vécues. On va regarder ça ensemble. Pas de changement sur l'étape du jour, mais c'est important peut-être de faire le point avant ces étapes. Alors, demain, il y a eu cette étape qu'on a vue, et puis le vrai triptyque, Montagna, qui arrivera entre vendredi, samedi et dimanche. Voilà pour... Dimanche, c'est un contre-la-montre. Oui, mais c'est alors pas Montagnard, mais du coup plutôt pour le classement général. Vous avez bien raison de me reprendre, mon cher Patrick. 3 étapes déterminantes, on va dire. Geraint Thomas, donc, qui est à 7 secondes pour l'instant. Kuss à 10. C'est un groupe avec Higuita notamment. On retrouve Evenepoel, Yates, Vlasov, Fuglsang. Meder qui a perdu un petit peu de temps. Martinez, Uran également. Christophe, quel est le coureur là, parmi ceux-là, qui vous a fait pour l'instant la plus forte impression? Ouh là là, c'est une bonne question ça. On dit oh là là. Oui, j'ai dit oh là là, ouais. Non, vous avez dit ouh là là. Ah, j'ai dit ouh là là. Eh ben, vous savez quoi? J'ai envie de dire un qui n'était pas dans la liste, Stephen Kung, qui pour moi, je le trouve très 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 en forme. Maintenant, même pour le général, tu t'imagines Je sais pas, mais parce que là il y est pas. Mais on parle aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, de ce que j'ai vu aujourd'hui. Il est 5e à 10 secondes. Le premier jour, il y avait 15 coureurs devant. 15 coureurs, et on a vu les favoris de ce Tour de Suisse qui se sont fait la guerre, et Stephen Kung faisait partie de ces coureurs qui se faisaient la guerre. Donc il n'a pas le profil
pour la très haute montagne, mais voilà, il m'a l'air en grande forme. Donc j'ai juste envie de pointer lui, à voir, à suivre, en tout cas, coureur à suivre. Ça va être intéressant. En tout cas, c'est lui le leader de cette équipe. Vous faites des petits pronos à vous, quoi. En fait. Bah, écoutez, mon coureur à suivre, parce que personne ne me l'a demandé, c'est Stephen Kuhn, quoi. C'est ça. Mais non, bah oui, c'est vrai. Bah voilà. Non, mais il y a quand même 2 coureurs qu'on a vraiment beaucoup vus, qui ne sont jamais pris en défaut et qui s'affichent quand même comme 2 prétendants à la victoire. C'est clairement Jakob Fuglsang et Vlasov. Ces 2-là. Je ne sais pas comment on va s'y prendre, mais pour les lâcher, ça va être compliqué. On les avait vus sur la première étape. Mais on aura une partie des réponses demain, parce que si vous regardez bien le final demain, les 3 tours à passer, ça risque d'exploser plus que dans une grande étape de montagne. Il y a plus de 2000 mètres de dénivelé sur les 80 derniers kilomètres. Est-ce qu'il y en a un qui ne vous a pas donné, dans ce qu'on a nommé, les garanties nécessaires? Ah non, moi, il n'y en a pas un qui ne m'a pas donné de garantie, mais il y en a un qu'on n'a pas vu encore, et pour moi, il faut faire attention, c'est Adam Yates. Il est toujours là. Bah Evenepoel non plus, on l'a pas vu. Oh, si, on l'a vu attaquer sur les premières étapes. On l'a vu sur la première étape. Yates, pour l'instant, à la stratégie Ineos, je pense qu'ils attendent les grosses étapes et les grosses échéances, mais pour l'instant, on n'a pas vu Yates. Et moi, je me méfie toujours des Yates. Donc vous partez tous du principe que Stevie Williams demain perd son maillot de leader. Ah oui, mais non, demain il rend. Il veut qu'on l'appelle Stevie. Oui. Pour le Stephen. C'est compliqué. donc vous pensez que demain il perd son maillot? Moi je pense. Ah oui, non, mais demain le classement va être complètement. Je vais faire rentrer Greg Achard puisqu'on est. Mais alors justement, Greg, hier vous avez été avec ma coupe de cheveux. Du coup, je me demandais en passant chez le coiffeur direct là. Je suis obligé de remettre ça, je suis désolé. Qu'est-ce que. Attends, mais dites-moi à qui déjà vous m'approchez pas s'il vous plaît, mais à qui je vous. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, c'est ça en fait. Donc votre répartie quand vous la travaillez avec la rédaction. Mais là, je suis bluffé, on dirait un petit coq. C'est formidable. C'est Charlotte Bricogne. Ça vous plaît? C'est génial, c'est assez remarquable. Et demain je fais l'émission comme ça. Ça vous intéresse pas ce qu'on va faire dans l'émission visiblement? Absolument pas. Ah, j'ai bien compris. J'adore. Enfin, vous êtes le seul sport où les mecs ont 3 prénoms quand même. Le mec là, c'est extraordinaire. Et les mecs, ils ont tous un prénom. Bravo en tout cas. On va parler de Bordeaux qui est mal. On va parler des Bleus qui sont pas bien et du PSG qui a pas d'entraîneur. Mais on va rigoler quand même. Je vous rassure, il n'y a pas que des trucs dépressifs. Vous restez avec nous. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Mais on a changé Claire Bricogne, je vous jure. C'est devenu Pierre Boubi la fille. Oh, incroyable. 15h15 demain. Allez, je vous laisse entre les mains de Greg et de la perruque peut-être. Non, certainement pas. Non, pas non.